So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Voilà! Ça fait mal. Je peux pas. Voilà! Je suis tannée. On est au CSM Athletics à Saint-Mathieu de Belleuil. Oh mon Dieu, que c'était excellent. Hey, bonne année tout le monde. Bonne année! Est-ce que ça va être c'est le premier épisode de l'année? Nous autres, On on filme ça commence encore. en beauté. Ouais, nous autres, on filme ça encore en beauté. Pas tant Comme t'es là. intro, je sais pas, là, mais on est toujours bon sur On les se lance en même compliments. temps, j'adore. Tabarnak. Fait que oui, c'est ça. Fait que nous autres, on enregistre ça encore en 2024, mais on espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Oui. Puis on voulait justement commencer l'année en force avec un grand retour de Myriam Baudry. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Hey, non, mais j'ai eu une idée parce que tantôt, on s'est entraîné. Là, on a essayé une nouvelle formule vu que c'est quoi la 4e fois que Officiellement, la je viens? 4e fois que tu viens, la première, techniquement, c'est part 1, part 2, mais mettons que c'est la Ouais, 4e fois qu'on te vrai. reçoit. Mais là, on a essayé une nouvelle formule. On s'est entraîné. On a fait des jambes avant d'enregistrer. Puis pour le violin, ce qu'on aurait dû faire, il faudrait que vous suggestions pour la nouvelle année. Ouais. Jess, quand t'es au bout de ta vie, des fois, là, tu cries à ton dernier set violence. Puis là, après, vous faites la même chose, mais avec Sim. Sur ta dernière Oh, rep de ton ouais. dernier set, tu fais juste comme un violence! Mais là, tu sais que ça vient vraiment du cœur. Ouais. En tout cas, suggestion. J'aime si ça jamais. comme Mettons suggestion. qu'il y avait une boîte à suggestions pour le podcast, c'est ça que j'écris. J'aime ça. Pour vrai, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, là, si je me rappelle du sled, du squat de tantôt, là, Oh mon Dieu! en dernier exercice, parce que Simon, c'est un psychopathe. Ouais, on a eu mal. J'ai toujours des bonnes idées comme Mais ça. oui. Oui, Mais Myriam m'a expressément dit « je veux avoir mal là. ». Ouais. oui, j'étais très consentante à tout Ouais. ça. C'est ça que j'ai demandé. On vous rappelle que c'est un entraînement qu'on a fait. Ouais. Physique. Oui, musculation dans le poids, avec des poids dans le gym. Dans Bon. le gym. Devant tout le monde. Sur ce... Fait que comme t'es toujours... J'allais dire avec des élastiques aussi, mais... Ouais. Avec des belles. Ouais, on avait ça dans le cou, c'était un peu spécial. En Ouais. tout cas, bref. J'ai fini de cette histoire-là, j'avais mal au cul. En tout cas, fait que... On avait tous mal au cul. On était bien pompés. OK, fait que pour les gens qui sont encore là, merci. Merci d'être présent. Merci d'être présent. Fait qu'aujourd'hui, on voulait faire encore un autre, évidemment, épisode peut-être un peu plus nutrition, mais comme c'est le premier épisode de l'année, on voulait peut-être faire un genre de retour sur les résolutions, qu'est-ce qui serait peut-être à garder en tête pour bien commencer l'année, est-ce qu'on aurait des suggestions par rapport à quoi que ce soit. Fait que Myriam, je te laisse. Oh mon Dieu, j'ai la pression, je commence. Ouais. OK, non, mais honnêtement, je trouvais que ce bout-là, ça peut être intéressant à discuter à trois parce que puisque les trois, on a des clients qui vont arriver, c'est une période de l'année où justement, il y a comme le buzz de OK, on doit changer quelque chose. Tu sais, je pense que d'abord et avant tout, avant de changer n'importe quoi, c'est de se questionner pourquoi on veut faire un changement, avec quoi, est-ce qu'on est satisfait, pas satisfait, puis de vraiment, tu sais, mettre sur papier justement la motivation intrinsèque de pourquoi est-ce que je veux faire un tel changement, est-ce que c'est parce que les gens autour de moi, tout le monde se met sur des résolutions, puis j'ai l'impression que moi aussi, je devrais le faire, parce que si ta base n'est pas solide, ben bonne chance pour essayer de garder les habitudes qui vont suivre, puis ça, c'est des discussions que je sais qu'on a déjà eu par le passé, mais les résolutions, on n'a pas besoin d'attendre au 1er janvier pour les faire. Ça se peut qu'écoute, tu es en voyage au Mexique jusqu'au 15 janvier, puis ça se peut que ce soit le 17 janvier que tu vas commencer tes affaires. Je veux dire, le mois de janvier, il n'y a pas une espèce d'emblématique sociétale, là, mais chaque jour est une bonne journée pour décider de changer ses habitudes puis de faire un changement dans sa vie. Ça, je pense que c'est peut-être une des premières à faire. Puis, Tu penses quoi de ça en général, toi, les résolutions? ça, c'est une excellente question. On dirait que le mot résolution a tellement une connotation de, justement, truc de, OK, là, je veux perdre 10 livres au mois de janvier. Le 2 janvier, je me mets là-dessus, mais là, le 21 janvier, c'est comme si ça n'avait jamais existé, puis on retourne dans les vieilles habitudes. Donc, on dirait qu'une association un peu de résolution, c'est une action que tu veux prendre, mais que tu vas finir par abandonner, en quelque sorte. Mais j'aime le concept de l'espèce de reset, puis de faire c'est un moment où on te met un miroir devant toi puis tu fais, bon, OK, qu'est-ce que j'aime en ce moment? Qu'est-ce qui me déplaît? Vers où je veux m'en aller? Fait que ça peut être justement un bon moment pour peut-être changer des habitudes, mais encore une fois, ça n'a pas besoin d'être au mois de janvier, ça peut être en décembre, ça peut être en février, ça peut être en juillet. Fait que, ouais. Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez des résolutions? Mais une question que je vais te relancer. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas une façon plus... Tu vois bien qu'elle est tannée de parler, elle Ouais, veut que c'est ça soit ça. nous qui parlent. C'est beau! Mais moi, ce que je me dis, c'est que je trouve que la façon dont on aborde les résolutions du 1er janvier est un peu péjorative, tu sais, dans le sens où c'est comme, OK, là, je veux reprendre en main tout ce que j'ai pas repris en main dans la dernière année, on va dire, mais y aurait-tu moyen de faire ça un peu plus positif dans le sens, OK, voici ce que j'ai peut-être pas accompli que je voulais, mais plus ce serait quoi mes buts
pour la prochaine année. Ouais. C'est juste la twist de comment est-ce qu'on l'aborde, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup tout le négatif de ce que j'ai pas atteint. Là, c'est comme de se mettre une pression de Exact. plus de là, cette année, c'est mon année. Puis il y avait Mad Lemire qui disait souvent, tu sais, les gens vont surestimer ce qu'ils peuvent faire en dedans de 1, 2, 3 mois, mais sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en un an. Mais j'ajouterais à ça, avec les résolutions du Nouvel An, justement, les gens vont sous-estimer ce qu'ils peuvent atteindre sur peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Ouais. Mais vont surestimer ce qu'ils vont atteindre cette année-là. Tu sais, dans le sens, je trouve que c'est une très grosse pression. Puis même chose de se dire, OK, tant mieux si c'est emblématique. Tu sais, ça peut être c'est un couteau à double tranchant dans le sens que ça peut être bien que tu dises, OK, là, oui, New Year, New Me, ça peut être bien comme ça peut être toxique. Mais tu sais, pourquoi est-ce que tu fais pas ce travail-là juste avant le temps des fêtes? Tu sais, c'est parce que tu es brûlé justement de ton année, parce qu'au travail, tu t'es brûlé, puis là, tu attends tellement les vacances que tu n'as pas l'énergie à mettre sur toi. Fait que tu attends dans tes vacances du 1er janvier, ou c'est juste parce que tu vois l'emblématique de là, c'est le 1er janvier, il faut que je change. Fait que tu sais, si tu t'es brûlé au point que comme tu attends tellement tes vacances de fin d'année, ben il y a peut-être justement quelque chose d'autre que tu devrais ajouter, enlever à ta routine pour te sentir bien pendant le temps des fêtes aussi. T'sais. On dirait qu'il y a toute cette gamique-là aussi de mais je vais attendre. Tu sais, quand tu demandes aux gens là, le temps des fêtes, tout le temps, il y en a, mettons, en coaching qui vont arrêter leur suivi parce qu'ils sont comme ben là, c'est le temps des fêtes, fait que je vais tout fucker pendant mes soupers. Je vais comme si tu allais manger un mois de repas de marde puis que tu allais tout scraper les efforts que tu avais faits dans la dernière année en dedans du temps des fêtes, genre. Fait qu'on dirait qu'il y a comme toute cette gamique-là, justement, autour du nouvel an, que je me dis, il y aurait peut-être une façon plus positive de l'apporter. Oui, je trouve ça super intéressant ce que tu apportes. Puis on dirait que pour des gens, justement, où là, c'est comme, tout ce que j'ai pas réussi à accomplir, là, faut que je le fasse là. Le fait qu'il y a justement cette pression-là, puis que les objectifs soient pas bien définis, bien réfléchis, puis le pourquoi c'est important pour les gens, mais c'est comme ça les place déjà en situation d'échec. Puis là, quand finalement, ils n'atteignent pas l'objectif, peu importe qui s'était fixé, ben là, la motivation de pourquoi est-ce que je voulais entreprendre ça n'était pas forte à la base, et donc les gens repartent dans un vieux pattern. Puis tu sais, c'est correct aussi qu'en janvier, oui, tu as peut-être des choses à améliorer dans tes habitudes de vie, mais que pour une raison quelconque, ce mois de janvier-là, c'est pas le moment dans ta vie. Tu déménages, tu as un nouvel emploi, puis il y a d'autres sphères de ta vie qui sont complètement déstabilisées, puis que là, tu te concentres à juste ton bien-être au quotidien, puis qu'à un moment donné, tes nouveaux objectifs d'entraînement et tout, ça va arriver plus tard dans l'année, puis c'est vraiment correct aussi. Ouais. Puis ça, on en parlait un petit peu behind the scenes tantôt aussi, mais évidemment, nous autres, on le voit plus dans le coaching. Je sais pas, toi, de ton côté, avec la nutrition, comment ça se passe, mais il y a beaucoup pour nous autres en fin décembre, parce qu'on est encore en fin décembre au moment où on enregistre ça, j'embarquerai pas dans un coaching tout de suite parce que je sais qu'il y a le temps des fêtes qui s'en vient, je vais attendre au mois de janvier. Mais ça implique juste que dès qu'il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que tu ne seras pas parfait, ça implique que tu le suivras pas ou que tu vas lâcher ou whatever, mais si tu es capable d'établir déjà des bonnes bases solides sans nécessairement être parfait, puis encore une fois, si tu n'es pas en prep, jamais est-ce que tu aurais besoin d'être parfait non plus. Si tu es capable déjà d'établir des bonnes bases à travers des moments où est-ce que c'est plus difficile, mais après ça, quand ça va devenir facile, tu n'auras même pas besoin d'y penser, ça va se faire tout seul. Mais au moins, tu vas savoir que quand ça devient plus difficile, que c'est plus rocambolesque un petit peu, mais tu vas savoir que tu es capable de le faire pareil. Versus, si tu commences quand c'est les conditions, entre guillemets, parfaites, mais tu n'as jamais appris à dealer avec... OK, ben là, il va y avoir, mettons, je m'en vais une semaine en vacances ou je m'en vais une semaine chez les beaux-parents ou, il y a la, je sais pas, Pâques, ma fête, whatever. OK, mais faut pas que tu le lâches juste parce qu'il y a une période plus difficile. Fait que j'ai l'impression que c'est encore tout le temps, beaucoup, le fameux tout ou rien. Mais il faut apprendre à dealer avec le « OK, ça sera pas parfait, mais qu'est-ce que je peux faire le mieux possible à travers ça? » Non, tout à fait. Puis justement, des fois, il y a des gens qui m'approchent et sont comme « je suis intéressée par tes services, mais là, on est mi-fin décembre, est-ce que je serais pas mieux d'attendre de te voir uniquement en janvier? » Puis je dis aux gens, mettons, vous êtes super occupés, vous n'avez pas le temps, vous ne serez pas concentrés dans le rendez-vous, pas de stress, on se voit en janvier, mais la première étape, moi, en nutrition, c'est une évaluation nutritionnelle où c'est beaucoup moi qui parle, qui va poser des questions pour non seulement connaître le profil au niveau de l'alimentation, du stress, l'horaire de travail, la satisfaction au travail, valeur de prise de sang et alouette. Et je me dis, check, on va prendre le temps avant les fêtes pour que j'ai déjà tout ton portrait.
on commence à regarder quels sont des objectifs que tu pourrais peut-être avoir en janvier et même adopter des stratégies pour passer au travers du temps des fêtes de façon plus reposée. Parce qu'on le sait, c'est une période où les repas sont différents, on dort à des heures bizarres, mais que déjà la personne soit comme, OK, ben, tu sais, je vais déjeuner comme d'habitude, bien dîner, pas m'affamer toute l'après-midi avant mon souper, je vais pas trop boire d'alcool les jours où j'ai pas de souper. Tu sais, c'est toutes des petites choses que tu mets en place qui font en sorte qu'ultimement, tu passes un plus beau temps des fêtes. Tu es juste plus reposé, de meilleure humeur et tu ne retournes pas en janvier fatigué. Tu sais, Sim, tu disais justement avant, quand tu avais juste une semaine de vacances à Noël, tu recommençais à travailler puis tu étais comme pas reposé parce que tu t'étais justement brûlé durant la semaine. La semaine de souper de Noël. Fait que c'est ça, c'est tout le temps il y a peut-être des moins bons moments dans la vie des gens, mais avant les fêtes n'est pas un mauvais moment pour commencer un suivi en nutrition ou en entraînement. Non, puis tu sais, outre le temps des fêtes, ça m'amène à penser à, pour toute l'année, tu sais, on parlait des motivations intrinsèques tantôt, trouver c'est quoi là ou les raisons qui te poussent à prendre des actions qui ne sont pas alignées avec qui tu veux être, dans le sens où j'entends souvent des personnes dire « Ah ouais, mais tu sais, là, j'ai un souper au resto avec mes amis. Ah là, j'ai telle affaire. » Mais la façon dont ils prononcent ça, c'est beaucoup comme « il faut, j'ai... » Ça n'a pas l'air le fun, mettons. Parfait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça d'abord? Tu sais, pourquoi est-ce que tu n'est pas capable de mettre tes limites? Il y en a ils vont accepter des activités que ça leur tente pas de faire, aller dans des soupers que ça leur tente pas, ils vont boire de l'alcool quand ça leur tentait pas vraiment à la base. Parfait, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de mettre tes limites? Ça, c'est une autre question à se poser. Puis pas juste pendant le temps des fêtes. On dirait que c'est plus là pendant le temps des fêtes, mais tout au long de l'année, tu sais, l'été aussi, les terrasses, les ci, les ça. Est-ce que ça te tentait vraiment d'être là à ce moment-là ou tu as juste accepté pour faire plaisir à tout le monde parce que tu avais donc bien peur que ta famille ou tes amis te jugent si tu n'étais pas là à cet événement-là ou tu avais le faux mot de comme, mais si je suis pas allée à ce souper-là. Puis tu sais, je dis pas d'arrêter de sortir la gang, là, c'est vraiment pas ça le point. Le point, c'est juste que j'entends beaucoup de gens qui ont l'air de le faire pour faire plaisir aux autres, puis que rendu là-bas, après ça, sont pognés tout seuls avec eux-mêmes puis sont pas contents des décisions qu'ils ont prises. Mais il y a personne qui t'a, entre guillemets, forcé. Tu t'es laissé... Tu sais, mon père le dit toujours, le seul pouvoir que quelqu'un a sur toi, c'est celui que tu lui donnes. Donc, tu as choisi de laisser le pouvoir de la pression sociale te faire prendre des actions qui n'étaient pas alignées avec ce que toi, tu voulais réellement. Fait à un moment donné, il faudrait peut-être que vous pensiez à vous arrêter pour prendre le temps de trouver « pourquoi est-ce que je me fais subir ça? » Parce que moi, quand je vais dans un événement social, par exemple, je me sens pas mal avec les décisions que je prends. Si je décide de manger un repas qui n'est pas du tout dans ce que je mange d'habitude, puis de pas compter, puis je m'entorche, là, je m'en vais pas me coucher le soir ou le lendemain matin en me disant « Ah ben là, il faudrait que je coupe mes carbs aujourd'hui puis que je mange plus de légumes. Hein, » Parce que, mais non, j'ai mangé ça, merci, bonsoir, on continue la vie. Là. Tu sais, si je décide que je prends un peu d'alcool ou même un peu trop d'alcool, ah ben je vais vivre avec les conséquences de mes actes le lendemain matin, puis il n'y a personne qui m'a forcé à rien faire. Oui. C'était moi qui avait décidé. Là, je vis avec les conséquences de mes actes et personne... T'avais l'air des mouettes dans les mots. Et personne ne va me forcer à faire quoi que ce soit parce que c'est l'identité que j'ai créée. Mais tu sais, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rendu là? Pourquoi est-ce que vous laissez à chaque fois tout ce genre de situation-là et votre environnement avoir un pouvoir tellement fort sur vous-même que vous n'êtes pas capable d'avoir confiance que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous dans le moment présent? Puis je trouve qu'il y a aussi l'aspect de, tu sais, puis je trouve ça intéressant par rapport aux terrasses, les soupers et tout, mais d'essayer des fois de être un acteur de changement. Donc, c'est pas de force, tu sais, de dire, OK, non, là, je vais arrêter d'aller sur des terrasses, à des soupers. Je veux dire, c'est super important de garder cet équilibre-là, mais tu as un ami qui propose, OK, gagne, demain soir, on va souper à tel restaurant. Mais que là, dans tes objectifs pour la prochaine année, tu veux manger moins à l'extérieur, diminuer ta consommation d'alcool, tu sais, dépenser moins d'argent sur les repas achats à l'extérieur. Puis tu vas dire, hey, mais à la place, est-ce que ça vous tente, soirée potluck à la maison? Puis là, toi, tu prends l'initiative de, hey, on va goûter les 3 nouvelles sortes de mocktails québécois. Puis tu fais en sorte, tu poses une action qui va t'aider, toi, justement, à rester aligné avec tes objectifs. Puis en même temps, tu deviens un peu un vecteur de changement positif pour les gens autour de toi. Fait que c'est comme une façon de reprendre le contrôle. Puis, tu l'as bien dit, Jess, on n'a pas à accepter aveuglément toutes les offres qu'on nous propose si ça ne nous convient pas. Là, on a le droit de dire non. Puis si quelqu'un est fâché à cause de ça, mais est-ce que la personne mérite vraiment d'être dans ta vie si elle ne respecte pas tes limites? Oui, puis j'avais une cliente qui a fait ça justement parce que c'est ce que je lui avais mentionné. Tu sais,
elle voulait passer du temps avec ses amis, mais les seules activités qui revenaient, c'était ça, c'était resto. Puis elle comme, pour vrai, je suis tannée d'aller au resto. Comme j'aime ça de temps en temps, mais comme tout le temps, c'est juste ça qu'on fait, boire puis manger. Comme j'ai dit, ben peut-être que tu pourrais le proposer à tes amis de, OK, mais à la place, on va au gym, on va faire un hike, on va dans des arcades, on fait n'importe quoi d'autre que juste aller au resto. Tu sais, moi, personnellement, les restos, c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. Je trouve que c'est une perte de temps puis d'argent parce que c'est zéro aligné avec qui je suis. De temps en temps, j'aime ça comme tout le monde. Mais j'aime mieux qu'on fasse une activité qui va nous rapprocher, qu'on va être connecté, que d'être dans un endroit où est-ce que ça peut être un peu loud, que tu n'as pas tant d'intimité. Tu sais, encore une fois, de temps en temps, ça va, mais personnellement, c'est pas ce que je préfère. Fait qu'encore une fois, comme tu viens de le mentionner, juste d'instiguer avec les gens avec qui vous êtes, « Hey, on peut-tu faire quelque chose de différent? On va jouer au bowling, tu sais, n'importe quoi d'autre que juste aller s'asseoir puis manger puis boire des affaires qui sont pas alignées avec qui qu'on veut. » Puis encore une fois, je vais jamais assez le répéter, faites-le si c'est ça que vous aimez faire. Tu sais, j'ai une de mes amies, elle est ultra foodie. Elle adore ça, aller dans des restos comme elle. Ça la fait triper d'aller essayer de nouvelles affaires. Mais si c'est ça que tu aimes faire, fais ça. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est de faire des activités. Aller dehors, pas en hiver. Fait que, j'aime la précision. pas en hiver, de grâce. Mais tu sais, même ça, je veux dire, il y a moyen de moyenner, mais moi, c'est ça qui me fait triper. Fait que si c'est ça que tu veux, tu sais, moi, je vais être l'amie qui va amener mes amis au gym. Tu sais, mes amis vont être comme, j'aimerais ça me mettre en forme. Super, ben quand on va se voir, on va faire de l'activité physique ensemble. Viens-t'en avec moi. Je vais t'aider à le rentrer dans ta routine. Tu sais, soyez le changement que vous voulez voir dans votre vie. Hein. Ouais, puis tu sais, on en parlait un petit peu behind the scenes quand on fait. Ben, behind the scenes, c'était pendant le workout, il n'y avait pas tant de scenes. Mais. Ça dépend de ce que tu dis au début, là. Ça a laissé place à l'imagination, mais. Vous laisserez votre imagination faire ce que vous voulez. Mais tu sais, c'est une affaire qu'on parlait un petit peu où est-ce que. Tu sais, du monde comme nous autres, ça fait tellement partie de notre identité maintenant qu'on va faire des choix pas basés sur le stress que ça va nous occasionner si jamais, mettons, j'étais pour manger une pointe de pizza ou si j'étais pour, tu sais, pas aller m'entraîner ou whatever. C'est juste, je fais ces choix-là parce que c'est ce que j'aime faire. Je me sens bien comme ça, puis c'est ce que je veux le plus possible. Je le sais que quand je déroge de ça, je suis plus fatigué, je suis plus ballonné, moins de concentration, moins d'énergie, tout ça. Fait que on va pas faire des choix parce que, oh my God, ça me stresse de pas atteindre mes objectifs si jamais je le fais pas. C'est plus parce que j'aime genuinely ça, faire ces choix-là. Fait que je pense que d'avoir cette espèce de développer l'intérêt derrière l'équilibre, derrière le fait que je fais des choix qui sont sains, pas juste pour ce qui est composition corporelle, parce qu'à un moment donné, tu as le droit d'avoir des objectifs de composition corporelle. Don't get me wrong, je vais être en prep pour un photoshoot. C'est très composition corporelle, mes objectifs en ce moment. Et t'es superficiel. Je le sais, mais j'aime genuinely ça, manger comme ça, puis faire mes activités, puis me coucher de bonne heure, puis pas prendre d'alcool, parce que je me sens bien comme ça. Oui. Je le fais pas juste pour des raisons de composition corporelle. Fait que, mettons, je m'en vais dans un restaurant où je suis invité à quelque part, je vais prendre les choix, je vais faire les choix en conséquence de comment je veux me sentir, pas juste les objectifs de composition corporelle que je me suis donné. Oui, ça vient comme s'entremêler un peu, mais je le fais pas juste pour ça. Mais c'est le bout où est-ce que les gens vont soit se forcer à sortir de ça pour les autres, de peur de déplaire, de peur d'avoir une conversation désagréable, ou qui vont se forcer à rester parfait, entre guillemets, mais par stress et anxiété que ben là je vais être ballonné, ben là je ballonné. Je vais devenir du ballonné. Ouais. Ben là tu sais je vais être ballonné, je vais avoir pris du poids, je vais être inflammé, tu sais whatever, mais comme ça c'est un stress qui est, tu sais je veux dire je le comprends mais qui est beaucoup trop intense par rapport à ce que ça va vraiment occasionner. OK, peut-être que tu vas avoir pris 2-3 livres à la balance parce que tu vas avoir un peu de rétention d'eau, puis comme ça va redescendre tout seul. Là. Comment tu gères ça, justement, ta clientèle, peut-être que toi qui serait kind of orthorexique? Ben ça, des fois, c'est intéressant parce que j'ai comme 2 types de clientèle. J'ai ceux qui viennent me voir où, OK, j'ai une discussion avec mon médecin, avec mon psychologue, j'ai un diagnostic de trouble alimentaire et là, il faut que je change des choses, je rétablisse mon lien avec une relation plus positive avec l'alimentation. Fait que j'ai ça qui est, si on veut, plus facile parce que les gens sont déjà en connaissance de cause du problème. Mais là où des fois, c'est plus complexe, c'est quand quelqu'un m'arrive et là, me verbalise des comportements qui, lui, considère normal, mais qui, en réalité, sont problématiques ou sont sur une pente glissante que là, ça pourrait déraper en trouble des conduites alimentaires. Fait que, tu sais, quelqu'un qui me dit, je sais pas, tu sais, là, je vais aromatiser mon yogourt, peu importe, avec un sirop quelconque, mais oh mon Dieu, si moindrement, j'ai plus le sirop sans sucre à la maison, là, genre, ça marche pas, je peux pas manger de yogourt parce que là, tu sais,
justement, ça ne fonctionne pas. Si je mange un repas plus copieux, bien, il faut que je compense le lendemain. Puis c'est tellement ancré dans la tête des gens que c'est normal, alors qu'en réalité, ça, on est en train de cocher des cases de comportement alimentaire et d'activités qui sont dysfonctionnelles. Donc, ça, des fois, c'est plus tricky de faire un peu mettre un miroir où là, les gens ne venaient pas me voir pour ça, mais je fais juste te dire, hey, comme en ce moment, tu sais, puis je fais juste, tu sais, je le nomme, je fais des reflets. Ce que tu me nommes en ce moment, ça pourrait vouloir dire que ça dérape vers ça. Est-ce que ça te va si on en parle un petit peu? Est-ce que tu es intéressé à ce qu'on adresse ça? Parce que des gens, les troubles alimentaires, ce qui est compliqué, c'est que c'est le seul trouble de santé mentale pour lequel les gens ne veulent pas guérir à la base. Tu es anxieux, tu veux poser des actions parce que tu es écœuré de te sentir anxieux, mais il y a tellement de composantes de contrôle qui devient identitaire avec les troubles des conduites alimentaires que les gens sont comme « je veux pas m'en départir ». Il y a quelque chose de vraiment effrayant avec ça. Donc ça, c'est plus tricky, puis c'est déjà confrontant pour les gens de leur faire réaliser que tu pensais que c'était normal de devoir aller courir 1 heure après un souper où tu as mangé une pointe de gâteau pour brûler les calories. Tu as internalisé que c'était normal, mais là, je suis en train de t'expliquer que ce ne l'est pas. Juste ça, des fois, c'est que tu viens brasser les croyances des gens. Donc, il faut y aller doucement. Mais je pense que c'est ça, d'être capable de remettre en question ces croyances-là, puis de réaliser justement que c'est super cool d'avoir des objectifs, d'être motivé, de vouloir bien se sentir. C'est parfait. Mais lorsque ça occasionne un stress, que là, tu vas au resto, tu peux pas regarder le menu, tu sais pas c'est quoi les valeurs nutritives ou quoi que ce soit. Ça, si ça vient de causer un stress, une détresse, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Peu importe les objectifs que tu as, qu'il y ait un stress additionnel, je veux dire, d'être stressé, de vivre de l'anxiété, de la culpabilité par rapport à son alimentation, ses entraînements, le stress, l'anxiété, culpabilité, c'est pas des ingrédients qui s'inscrivent dans un plan pour être en bonne santé. Ce serait quoi, mettons, les trucs de... Puis là, tu sais, très général, là, on s'entend, on dit toutes ces consultations, allez voir Myriam si vous en avez besoin, mais truc général, quelqu'un qui se rend compte qu'il y a peut-être des comportements dans ce style-là, qui stresse avec aller au resto, avec comme là, je pourrais pas calculer, avec sans nécessairement objectif de recomposition corporelle, là, juste comme, oh mon Dieu, pour ma santé, peu importe. Ce serait quoi des trucs de base que ces personnes-là pourraient peut-être adopter dans leur quotidien, de commencer à peut-être renouer tranquillement, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui a accès à un nutritionniste. Des fois, il y en a, ça va être une question soit financière ou de peu importe, qui est de contingenté ou peu importe, là, qui pourront pas consulter. Fait que, mettons, pour ces gens-là qui aimeraient ça, peut-être avoir quelques conseils, si c'est possible. Manger de la pizza tous les jours. Ouais. Ce n'est pas un conseil. Mais, tu sais, déjà... Prends-la ta boîte de biscuits! Déjà, c'est comme, attends, je sais pas si tu avais vu, il y avait un truc qui avait passé, puis c'était comme, la recherche démontre que prendre une pointe de pizza pour déjeuner, c'est mieux que des céréales, parce que techniquement, il y a un petit peu de protéines dedans. J'étais comme... Oh, OK, là, mais... c'est stretché un petit peu, là. Mais, tu sais, déjà, de prendre conscience du problème ou qu'il y a quelque chose qui marche pas, déjà, ça, c'est une grosse première étape. Puis de l'accepter, c'est déjà une grosse partie du truc. Puis ce que je dis souvent à mes clients, c'est que là, c'est rendu que la zone de confort par rapport à l'alimentation, à l'entraînement, elle est trop petite. Donc, ce qui veut dire, en fait, que là... Tu peux pas prendre un biscuit si tu l'avais pas prévu. Ta zone de confort est rendue trop petite. Là. C'est ton plan, c'est tout ce que tu connais. Puis là, ce qu'on veut, c'est agrandir ta zone de confort. Mais quand on fait ça, je veux pas qu'on trace la ligne à 2 km de ton point de départ. Là, tu vas partir à la course puis tu voudras plus rien savoir. Donc, on y va petit pas par petit pas. Donc, une des choses qui fonctionne bien, qui est bien documentée, c'est l'exposition progressive. Fait que c'est un peu comme quand, au niveau de la psychologie, il y a des phobies qui vont être travaillées. Si tu as peur des serpents, là, Jess, c'est peut-être pas un bon exemple pour toi, mais tu as peur des araignées, crime, on va pas te mettre la tarentule du biodôme sur la tête pour commencer. On t'enferme dans un cercueil rempli de tarentules. Toi. Tu vas peut-être commencer par aller sur Google Images, regarder commencer par faire ça, puis là, après, tu vas avoir des petits hippopotames roses pour te calmer. Fait que c'est d'identifier, OK, dans les choses qui te font peur en ce moment, avec lequel qui te fait le moins peur, puis tu serais prêt peut-être à te challenger un petit peu. Est-ce que ça peut être de dire, OK, demain, j'ai un entraînement de prévu, peu importe, puis là, parce que je suis stressée, que j'ai trop mangé la veille, normalement, je ferai un 30 minutes de cardio de plus après. Là, je vais me parler, puis je vais juste faire 15 minutes de cardio. Fait qu'on n'enlève pas complètement la composante de compensation. On y va graduellement. Alimentation, la même chose. Disons que, je sais pas toi, les biscuits Oreo, là, s'il y a une boîte dans la maison, tu vas stripper ça, tu vas passer au travers, ça va pas bien. Mais une des premières étapes, ça pourrait être de, OK, je vais demander à une collègue, une amie, peu importe, on va amener des biscuits Oreo au travail, puis on va en manger un ensemble.
Fait que je suis pas seule chez moi dans un environnement où je pourrais perdre le contrôle. Je suis avec quelqu'un, une amie, une collègue en qui j'ai un lien de confiance. Donc, d'y aller tranquillement jusqu'à temps que le fait de manger un biscuit Oreo, ce soit plus quelque chose qui fait paniquer. Puis ça, des fois, la personne va le commencer, puis on se rend compte, OK, non, le biscuit Oreo, c'était trop loin de ta zone de confort. On backtrack, on enlève les biscuits Oreo, puis on va aller attaquer autre chose. Puis ça, c'est sûr que, tu sais, ce que je décris, c'est pratique de le faire en étant accompagné parce qu'on est capable de baliser justement qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Mais c'est une des choses qui va être faite. Mais déjà de remarquer, bon, quelles sont les choses qui vont me causer le plus de détresse et sur lesquelles est-ce que je me sens capable de prendre action puis d'essayer de sortir de ma zone de confort. Sinon, pour ceux qui n'ont pas accès à une nutritionniste, il existe le groupe ANEB, qui est Anorexie, Boulimie Québec. Attends, je suis en train de massacrer l'acronyme, mais bref, ANEB Québec, qui ont un site web, en fait, où tu peux clavarder en ligne avec des intervenants, tu peux appeler, texter, il y a des groupes, des blogs, des choses comme ça. Donc, sans que ce soit un accompagnement personnalisé, c'est des gens qui sont vraiment formés, outillés, puis à qui, justement, tu peux parler de façon complètement anonyme, puis aller chercher de l'aide. Très hot, merci beaucoup. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai dit à plusieurs clients dans les dernières semaines parce que j'ai l'impression aussi que, tu sais, déjà, faut que la personne soit prête à faire du chemin. Oui. Parce que si elle est, tu sais, d'être bien dans sa zone de confort, c'est normal, on appelle ça une zone de confort, mais il faut que tu aies l'intérêt et la volonté de vouloir l'agrandir, cette zone de confort-là. Parce que ça m'est arrivé une couple de fois dans les dernières semaines que j'ai eu des suivis avec des clients ou de clientes, puis, tu sais, mettons, ça fait peut-être quelques mois que, pas qu'ils stagnent, mais qu'ils se maintiennent plus, disons. Puis, de les regarder puis de faire comme, tu sais, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que tu es bien dans ce maintien-là? Parce que on a fait un podcast complet avec Isabelle Bonin là-dessus. Tu as le droit de vouloir te maintenir. Mais est-ce que tu aimerais ça avoir plus? Que ça soit plus de masse musculaire, plus de force, perte de gras, whatever? Ou est-ce que tu es bien dans ce maintien-là en ce moment? Encore une fois, les deux sont corrects. Puis de souvent me faire répondre comme, ben, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un petit peu plus. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, mais c'est d'essayer de trouver c'est quoi la prochaine plus petite étape que tu peux faire pour essayer d'aller chercher un plus. Puis l'analogie que je donnais, c'est que encore un mot évidemment, mais que j'ai vu sortir récemment un post où est-ce que lui, il parlait plus d'un point de vue, disons, dépenses en termes d'argent. Où est-ce qu'il disait, lui, à un moment donné, il est allé magasiner un manteau, puis il dit, on s'entend, multimillionnaire, là, c'est pas un problème d'argent, le gars, mais il a regardé le vendeur, puis il était comme, je pense que je trouve rien pour mon compte. T'sais, finalement, il dit pas tant de questions d'argent, là, mais c'est pas pour moi, fait qu'il va s'en aller. Puis il dit, le vendeur m'a juste regardé, puis il était comme, il dit, si c'était gratuit, est-ce que tu le prendrais? Puis là, ça l'a juste comme forcé à faire un genre de mini step back, faire comme, ben, c'était peut-être un petit peu plus une question d'argent que je pensais finalement. Parce que pas une question qu'il l'avait pas, l'argent. C'était juste que la valeur associée, lui, la voyait pas nécessairement. Fait que finalement, en se faisant poser cette question-là, il était comme, ouais, si c'était gratuit, je partirais probablement avec. Fait que, OK, fait qu'il y a un intérêt. Fait que là, tu sais, si on ramène ça au côté objectif, peut-être un petit peu plus wellness, santé, physique, whatever, si tu avais 0 effort de plus à faire, est-ce que tu aimerais savoir quelque chose de plus? Est-ce que tu aimerais savoir un petit peu plus de masse musculaire, un petit peu plus de force, perdre un petit peu de gras? Tu sais, whatever, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Si la réponse c'est oui, OK. Fait que là, c'est plus une question de. C'est plus une question que tu es bien dans ton maintien, c'est une question que t'as pas nécessairement envie de mettre les efforts pour aller chercher plus. Fait que là, ben, c'est d'essayer de trouver, OK. Fait que si c'est une question que tu veux plus, c'est quoi le plus petit effort qu'on peut faire? Juste pour tranquillement commencer à te nudge vers où tu vas aller. Puis là, après ça, ben, c'est d'évaluer. Est-ce que les résultats que tu vas avoir valent l'effort que ça requiert pour te rendre? Sinon, est-ce qu'on peut trouver autre chose? Si oui, tant mieux. Est-ce qu'on peut essayer de le pousser plus loin? Ou, mais j'ai l'impression souvent que les gens, c'est pas tant qu'ils sont bien, quoique oui, dans leur maintien, mais c'est pas tant une question de « Ah, je t'en maintiens, je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de plus ». C'est une question que ils n'ont pas nécessairement envie de mettre plus d'efforts. Fait que là, ben, c'est de réévaluer. C'est vraiment que tu es bien et que tu veux pas plus? Ou c'est juste parce que tu trouves que mettre plus d'efforts, ça en vaut pas tant la peine, puis on pourrait peut-être trouver une alternative. Ou que la prochaine étape, justement, que tu penses que tu dois atteindre, c'est une méga grosse marche, que tu es comme, celle-là, je suis pas prête à la monter. Exact, il y a peut-être un entre-deux qu'on peut faire. Exactement. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est important de voir, justement, OK. Puis, tu sais, dans un cas, justement, soit d'orthorexie ou de trouble alimentaire, c'est pas quelque chose qui se règle en une consultation. Là. C'est quelque chose, souvent, qui s'est installé sur des années, donc qui va prendre du temps à défaire. Mais c'est de voir, OK, dans la palette de choses qu'on a en ce moment, c'est comme une palette de couleurs. Là. Avec quelle couleur tu as le goût qu'on commence? Laquelle qui est réaliste, qu'on mette le pinceau dedans puis qu'on commence à travailler dessus. Puis ça se peut que ça change puis que tu peintures autre chose au final, mais c'est de voir dans qu'est-ce qui est possible en ce moment. Puis, Oh, excuse-moi, mais j'allais juste dire, je trouve ça très difficile parce que c'est une ligne qui est très mince, surtout en coaching, entre les gens veulent atteindre des résultats rapidement,
mais les gens ont tellement de trucs à défaire avant. Ouais. Là, c'est comme, on veut t'aider à prendre une mini bouchée à la fois, mais la personne était... Puis, tu sais, pas juste leur faute, il y en a qui ont été mindés par des coachs aussi antérieurement, de comme, oui, mais tu fais pas d'efforts. Des fois, juste, ils n'ont jamais eu de coach, mais les réseaux sociaux. Oui, exactement. whatever. Tu sais, que ça a tellement été rentré dans leur tête de comme, mais là, il faut que j'atteigne tout vraiment rapidement, mais là, en même temps, puis là, toi, t'es comme attiré en arrière à faire, non, mais une étape à la fois, mais là, ça va pas assez vite pour eux, mais t'es comme, ouais, mais c'est parce que on va faire un yo-yo là, si c'est pas ça. Là. Je sais pas si toi, dans ta pratique, tu remarques ça aussi, tu sais, que tu donnes un petit devoir, mettons, à ton client, puis finalement, comme il a fait un plus gros devoir, mais ça revient qu'à step back par après. Oui. Souvent, c'est ça quand. Moi, tu vois, j'ai tendance à donner des très petites bouchées au début. Puis là, des fois, c'est comme, OK, on va commencer avec ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis souvent, quand j'établis les objectifs avec mes clients ou leur stratégie, les recommandations pour le prochain rendez-vous, pour moi, c'est un travail qui est collaboratif. C'est ensemble, on regarde ton alimentation actuelle, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est réaliste? Parce que je suis encore une jeune nutritionniste, là, mais je me sais, quand j'étais en stage, par exemple, c'était comme, OK, là, je remarque qu'il te manque des fibres, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, après, la personne n'a dit rien. Puis, il ne faut jamais oublier que, comme coach ou comme nutritionniste, comme professionnel de la santé, on est en position d'autorité où la personne ne va pas forcément se sentir à l'aise de nous dire « Hey, tu m'as dit de quoi? Puis, je ne suis pas d'accord. Ça ne me convient pas. » Donc, d'être capable de faire preuve d'humilité puis de dire « Hey, OK, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse ça? » Toi, qu'est-ce qui serait réaliste pour toi? Puis ça, en redonnant le contrôle à la personne, c'est beaucoup plus facile de faire en sorte ensuite qu'elle va adhérer à la recommandation et la mettre en place parce qu'elle sent qu'elle est impliquée dans le processus et pas qu'on lui impose. Fait que, ouais, donc ça, de façon générale, depuis que je travaille de cette façon-là un peu plus, comme, OK, c'est un travail d'équipe pour choisir ce qui te convient, ça, je te dirais que souvent, là, les clients, ils sont sur la coche de ce côté-là. Mais c'est un très bon point que tu amènes. Et la gang, on ne vous le dira jamais assez, remettez vos professionnels en question. Oui. Tout le temps. Vous vous connaissez. Peut-être pas tout le temps, non, là. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Faites confiance à personne. Faites vos recherches. Mais mais dans le sens, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une recommandation, de grâce, dites-le. Ça se peut qu'on se trompe des fois. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on n'ait pas pensé, que peu importe. C'est important que si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, vous le mentionniez. Puis si on le dit tout le temps, tu sais, t'es mieux de dire à ton coach, « Hey, tu sais, le premier exercice que tu m'as mis sur mon plan, ouais, je l'haïs. Je le fais pas. Je le skip tout le temps. » Si tu dis ça après les 4 à 6 semaines de ton plan, que tu l'as skippé à tous tes workouts, je veux dire, c'est un peu crisse, là. Ouais, puis comme disait Martin tout le temps, Martin Gendron, ton père, Ça s'en va où, ça? ton coach, c'est pas Dieu le Père. C'est ça. Comme, il n'y a pas la science infuse, il y Non. a sujet à se tromper, puis je veux dire que ça soit ton coach nutritionniste, médecin, comme, Peu importe. peu importe, on a tous... Il n'y a personne de parfait, on va tous se tromper des fois. Je veux dire, ça va faire 8 ans que je fais ça, Jess, comme 6, 5, quelque chose de 5, 6, quelque chose de même. Toi, tu commences en tant que nutritionniste aussi, mais tu as déjà un background avant. Comme, on a déjà quand même un bon bagage d'expérience, mais on va continuer de faire des erreurs, puis on va continuer d'apprendre, puis de whatever. Fait que, même à la fin de notre carrière, quand on va être retraité, on ferait encore des erreurs parce que comme on apprend tout le temps, puis il y a toujours du cas par cas. Fait que, le point que tu apportes, justement, je trouve qu'il est vraiment bon, comme Jess a disait, comme travailler avec les coachs ou nutritionnistes, whatever, travailler avec vos clients. Ouais. Mais vous autres, en tant que clients, parlez à vos coachs, parlez à vos nutritionnistes, ouais. comme Pas essayez de communiquer. Après que ça fait une semaine que tu te sens pas bien, puis que avant, on est là pour faire de la prévention. Ouais. On est là pour vous accompagner quand ça va pas bien, pas après juste quand ça va bien. Ah ben là tout va bien, on s'entorche quand ça va bien. Pas ça sert à rien. C'est ça. Mais comme pour nous, tant mieux, ça va bien, mais comme je suis pertinente quand ça va pas bien. Exact. Au même titre que ça m'est arrivé souvent dans les dernières années d'avoir des check-ins avec des clients où est-ce que, ils me font leur check-in quand ça va super bien, puis quand ça va pas bien, ils me le disent pas parce qu'ils sont comme « Ah non, ça a juste été une semaine de merde, ça valait pas la peine de poser un check-in. » Je suis comme « Non, c'est exactement pour ça que ça me prend un check-in. J'ai besoin de le savoir quand ça va pas bien. » Exactement. Puis il y a cet aspect-là des fois où moi, je me suis rendu compte que des clients pouvaient me faire ça parce que je le faisais à mes propres professionnels de la santé. On dirait qu'il fallait que, puis mettons, je pense quand je voyais mon psychologue, il fallait que je sois une bonne cliente, une bonne patiente là, qui applique à la lettre, qui voit les problèmes et tout. Donc, j'avais du mal à me mettre vulnérable puis à dire à mon professionnel de la santé, « Hey, tu m'as fait faire un exercice puis j'étais pas à l'aise avec ça. » Ça vient de ma personnalité qui était autrefois beaucoup people pleaser, puis j'ai travaillé là-dessus. Mais on n'est pas là pour, nos clients, c'est pas pour nous impressionner, là. Moi, vous n'êtes pas en mode performance avec moi, là. On est en mode, justement, on travaille ensemble, puis j'utilise beaucoup l'analogie de... c'est comme si on est en voiture ensemble, mon client, c'est le pilote. Moi, je suis la copilote.
Je suis là pour te dire, hey, tu sais quoi, au bout, là, on serait peut-être bien, ça pourrait être intéressant de tourner à gauche. Qu'est-ce que tu en Avant de rentrer penses? dans le mur, mettons. Ouais. Exactement. Mettons. Mais si tu me dis, non, tu sais quoi, là, moi, le chemin de terre à droite, là, qui est tout raboteux, je pense que c'est là que j'ai le goût d'aller. Je suis comme, OK, écoute, en toute connaissance de coach, je te donne les faits, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais si tu veux y aller, on va y aller. On rentre dans le chemin de terre, puis, t'avais raison, finalement, je vais pas le juger. Je veux Mais dire, tu fais ton propre parcours, puis c'est toujours une chose que je nuance avec mes clients. Oui, moi, j'ai une expertise pour tout ce qui est les sciences de la nutrition, mais vous êtes l'expertise de votre vécu, de votre quotidien. Moi, je suis pas dans vos sandales 24/7. Donc, vous savez ce qui est Surtout en réaliste. hiver, être dans des sandales, c'est ordinaire. là. Ouais, non, c'est... Ben, tu sais, des Birks avec des bons bas, là. Tu mets des gros Mouillés bottelettes dans la neige, ouais, là. dans tes gougounes, là, c'est ça, le truc. Mais oui, donc remettant en question, puis je vous racontais tantôt hors d'onde quand on dînait que, tu sais, j'ai des clients des fois qui m'arrivent 3 jours avant le rendez-vous, ils vont m'envoyer 6 articles scientifiques. Ils sont comme, là, Myriam, je veux qu'on parle de ça au prochain rendez-vous. Je suis comme, OK, parfait. Donc, challenger les professionnels de la santé. Puis, des fois, ça se peut qu'on arrive et je suis comme, hey, vous savez quoi, je le sais pas. Puis, un professionnel de la santé qui est capable d'admettre qu'il ne sait pas, hey, tu me sors de ma zone de confort, je le sais pas, mais je vais regarder. Ça, pour moi, c'est un green flag. Versus quelqu'un qui va tout le temps arriver avec une réponse toute faite. Je veux dire, puis il y a des gens, je veux dire, qui sont très connaissants, qui ont un large éventail de connaissances, mais d'être capable de dire, hey, tu sais quoi, je le sais pas, c'est super important. Savoir ce qu'on ne sait pas, c'est crucial pour tous les domaines, surtout en santé. Moi, une affaire que j'aime beaucoup entendre dans ces contextes-là, c'est quelque chose comme « Écoute, je le sais pas. Ce que je suppose, selon ce que je sais, c'est... Mais je pourrais pas te le confirmer. Je vais investiguer un petit peu plus là-dessus. Ou des fois, c'est juste des affaires auxquelles on les a pas encore, les réponses. Parce que non, on n'a pas encore les réponses sur toutes. Mais, tu sais, juste se faire bullshiter une réponse, obviously, comme non. Puis, entre guillemets, juste se faire dire, je le sais pas, ok, t'as l'humilité de le dire, mais j'aimerais quand même ça comme que tu me démontres que t'as Un intérêt un envers mon minimum problème. d'intérêt. Capable de c'est poser ça. une hypothèse. C'est comme, je sais pas. Je sais pas. Démarre-toi. OK, au moins, tu m'as pas bullshité une réponse, mais j'aimerais quand même comme avoir le support. Fait que, tu sais, souvent, quand je me fais poser des questions auxquelles je connais pas la réponse, je suis comme, écoute, je le sais pas, je vais faire mes recherches, je vais demander à telle personne, je te reviens là-dessus. Tu sais, ça m'est arrivé de référer du monde à, justement, tu sais, à Alexis, du monde à Mathieu, du monde à, tu sais, whatever, parce que je suis comme, écoute, c'est pas mon domaine, je vais te référer à whatever. Mais c'est pour ça que ça me fait capoter le monde qui vont croire des atrocités souvent, mais c'est juste parce que la personne a l'air convaincante. Je suis comme, OK, mais là, il va falloir que tu développes ton esprit critique un petit peu. C'est un des points qu'on voulait apporter aujourd'hui. Parce que là, on a fait une tangente de quoi? Ça fait une demi-heure qu'on roule. Puis on a parlé de aucun des points, je pense. Non, mais on a Oui, résolution un peu quand même. On a fait 2 quand même. Mais puis en même temps, tu sais, je trouve que puis je trouve ça vraiment important l'aparté qu'on fait sur c'est quoi une bonne relation avec un coach, un professionnel de la santé, parce que dans une démarche où tu prends des résolutions, où tu veux aller consulter quelqu'un, même si tu es super motivé, voici la checklist de, tu sais, prends le temps de magasiner ton coach, ton professionnel de la santé, ta nutritionniste. Et moi, j'offre un appel découverte de 15 minutes avec mes futurs clients pour que vous puissiez me poser vos questions et que vous puissiez me choisir en toute connaissance de cause pour voir si le fit est bon. Puis si ça marche pas, c'est tellement correct, là. C'est pas une relation amoureuse. Là, je vous réfère, j'ai tellement de collègues nutritionnistes exceptionnels. Donc, prenez le temps, soyez critiques. Puis, ultimement, c'est votre santé. C'est vous qui allez en subir les conséquences. Puis, par rapport à la pensée critique qui touche quand même justement toutes les résolutions, le mois de janvier, c'est un temps de l'année où là, l'algorithme et tout va nous montrer tous les contenus possibles sur tout ce qui touche la santé, des aliments à éviter, des nouvelles diètes à suivre ou des exercices, peu importe, justement, dans le domaine. Puis, ben, tu sais, première chose, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. Hein? Breaking news. Ça, c'est une chose importante à rappeler. Puis, dans un des projets que j'ai en à côté de ce que je fais, j'ai le projet Science Influence avec Alexis Goujon, justement, et Kevin L'Espérance, qui est épidémiologiste. Puis, il y a une grosse partie au début où on parle de tout ce qui est les biais cognitifs, les arguments fallacieux. Donc, de dire, mangez pas tel aliment, c'est pas naturel. Ça, on fait référence au sophisme de l'appel à la nature. Ben là, nos ancêtres mangeaient d'une certaine façon. Ben ça, c'est l'appel, mon Dieu, j'allais dire l'appel à l'histoire, c'est tellement pas ça. L'appel à l'histoire. L'appel à l'histoire, mon Dieu. Attends, c'est quoi ce biais-là déjà? Je suis conne, je l'apporte. Je veux juste vous rappeler que nos ancêtres avaient le scorbut aussi. Là. Voyons, c'est quoi donc?
Je pense pas que le nom est ultra important. Le nom, mais ouais. en fait, de dire justement que parce qu'on faisait les choses d'une certaine façon dans le passé, que c'est comme ça qu'on doit les faire. L'appel à la tradition, voilà, c'est ça. Donc, bref, ça, tu sais, c'est 2 exemples que je vois beaucoup dans le domaine de l'alimentation qui vont fréquemment être évoqués. Puis ça, c'est des arguments, en fait, justement, qui peuvent sembler convaincants et adéquats, mais qui sont en fait des erreurs de logique du cerveau. Donc, puis moi, c'était un de mes souhaits pour, justement, avec la gang de Science Influence, on avait réfléchi, bon, mais collectivement, nous 3 ensemble, mettons qu'on avait à faire une liste de cadeaux dans le domaine de la pensée critique et de la santé, ce serait quoi? Puis moi, c'était une des choses, on dirait que j'aimerais que les gens s'intéressent davantage à comprendre quelles sont les erreurs que le cerveau va nous amener à commettre. Je veux dire, le cerveau aime quand les choses sont simples. Donc, c'est sûr que de voir une information qui confirme ce qu'on pense déjà, on va être beaucoup plus porté à l'écouter, à l'absorber puis à l'intégrer versus regarder une source d'information qui amène quelque chose qui vient challenger ce qu'on croit. Donc, je pense que de s'intéresser à ça puis d'être capable de reconnaître quand les gens utilisent des arguments fallacieux, des sophismes dans les discussions. Donc, je nommais l'appel à la nature, l'appel à la tradition, l'appel à l'autorité. Donald Trump a dit qu'il fallait faire les deadlifts d'une certaine façon. Oui, mais oui, c'est une personne en position d'autorité, mais cette personne-là n'a pas d'expertise dans le domaine donné. C'est pas parce qu'une personne dit quelque chose, même si elle a la crédibilité pour le faire, qu'il faut croire systématiquement tout ce qu'elle dit. Et combien de personnes vraiment, je vais dire connues, mais du moins qui ont un gros following sur les réseaux, qui ont 0 rapport avec la nutrition, qui font des gros claims super forts. Tu sais, je vois genre des Kiro. Ouais. Faire des gros claims sur la nutrition, mais t'es comme, t'es qui pour parler de ça? Ouais. Oui, non, c'est ça. Puis le danger aussi, c'est que... Oh mon Dieu, je pense que je sais de qui tu parles. Ben, il y en a plus qu'un, là. Il y en a plus qu'un, ouais. Ah, il y en a un qui gosse en crise sur TikTok. Mais, oui, puis, non, je pense que je sais de qui tu parles. Oui, Ah, ce gars-là, Ben. je sais de qui... Attends, on va faire un 2 minutes dessus. Ouais, là. vas-y. Mais ce gars-là, là, son but dans la vie, là, c'est d'être désagréable avec tout le monde. Non, mais il s'est fait une mission de genre, il se prend pour le dieu des études scientifiques dans littéralement toutes. Puis dans tous les domaines, il va aller faire chier avec genre un petit affaire piqué qui sert absolument à rien. Puis il est fier, là, genre il va venir te dire, puis comme il se crosse verbalement avec ses thèmes scientifiques, là. Non, mais comme, il y a rien qui me gosse plus que l'ego masculin quand il est mal placé. Oh mon Dieu, Puis, ouais. Don't get me wrong, je suis loin d'être féministe dans la vie, j'adore les hommes, j'ai besoin des hommes pour à peu près tout parce que je sers à rien manuellement. Mais, oh mon Dieu, ce gars-là, C'est pour ça que c'est moi qui gère le podcast. Ouais, mais comme, pour de vrai, ce gars-là, là, ça, c'est le genre, en plus de... Parce que, tu sais, on est tous, les 3, très, très du côté de la science. Trop, c'est comme pas assez, OK? À un moment donné, tu peux tout faire dire avec la science. Tu peux trouver une étude pour littéralement tout. Fait que, je pense que ce qui est important, c'est dans l'application de comment tu le fais. Fait que, est-ce que ce que tu es en train de faire chier quelqu'un sur, c'est vraiment pour le bien de la société ou c'est juste parce que ça tente d'avoir raison sur un point qui était à la base, mais complètement inutile? Ouais. Comme à quel point tu as du temps à perdre dans ta journée? Là? Oh mon Dieu, ce gars-là, pour vrai, intervention. Là. Non, mais tu m'amènes à un autre point aussi que... Hey, on a touché une corde sensible. Oh mon Dieu, mais ce genre de personne-là, t'as pas idée à quel point je suis déjà pas patiente dans la vie, mais le monde de même, là, Oui, mais c'est intéressant. Tu m'amènes une autre des choses que j'aimerais que les gens comprennent. Ça c'est bon pour la nutrition, l'entraînement, n'importe quoi en santé, mais pour tous les phénomènes qui nous entourent. Et c'est l'erreur de sémantique qui est souvent faite quand les gens vont parler de la science comme étant une autorité, une personne, une école de pensée, une religion. La science, c'est un outil, c'est une méthode, c'est une série d'étapes rigoureuses qui nous permet de répondre à des questions de façon aussi objective que possible. C'est comme si, tu sais, la science, on a un gros bac à outils, puis c'est le marteau qui nous permet justement d'expliquer ce qui se passe. Le marteau, je veux dire, il n'y a pas d'émotion. Il s'en fout de comment tu te sens, quelles sont, toi, tes croyances, tes émotions par rapport à ça. Donc, que les gens, on dirait, des fois, j'entendais un ami qui me disait une fois, la science refuse d'admettre que... Je suis comme, non, la science, c'est pas une personne, ultimement. Puis oui, ça se peut que des fois, les réponses qu'elle va nous apporter vont pas nous faire plaisir. Tu étais convaincu que couper les glucides, c'était la chose à faire pour ta santé. Et les données scientifiques actuelles, c'est pas ce que ça démontre. Ça se peut que tu te fâches contre ça, parce que ça ne vient pas te conforter dans ce que tu croyais réellement, mais ultimement, la science n'est pas là pour te dorloter puis te souhaiter bonne nuit. Elle est là pour répondre à des questions de façon objective et claire pour améliorer notre compréhension des phénomènes qui nous entourent. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon chandail Data over feelings. Oui! Mais une affaire que je trouve difficile à expliquer avec la science aussi, c'est que il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un argument de
mettons, on va dire, les études en 1990 n'avaient pas prouvé telle affaire, mais aujourd'hui, on sait que telle chose, c'est pas bon. Je suis comme, ouais. Donc, moi, je pense, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, que telle affaire, c'est pas bon. On l'a juste, entre guillemets, pas découvert encore. Ouais. Mais je suis comme, c'est là le côté tricky de... Je comprends, mais tu peux pas dire que parce que ça n'a pas encore été découvert, ça va être nocif ou parce que tu ne peux pas interpréter la science avant qu'elle arrive. Puis, tu sais, encore une fois, la science peut interpréter beaucoup de choses, mais je vais prendre comme exemple, on a plus ou moins de preuves qu'exemple, les fantômes, ça existe, ou les esprits ou peu importe. Il y a certaines façons mesurables de mesurer des vibrations, des champs électromagnétiques. Tu sais, le Ouija là, sur votre table. C'est ça. Non, mais tu sais, je sais qu'il y a des affaires de champs électromagnétiques, des niaiseries de même, là, mais il y a des affaires qu'effectivement, c'est pas parce que la science n'a pas encore été capable de prouver hors de tout doute raisonnable que ça existe ou que ça n'existe pas, que ça veut dire que ça n'existe pas. Tout comme il y a des affaires que c'est pas parce que ça a été prouvé ou ça n'a pas encore été prouvé que ça veut dire que ça le sera pas. Tu sais, c'est comme la fine ligne entre... Oui, puis tu sais, c'est que je pense... Ça explique des choses, mais c'est pas parce que ça l'a pas expliqué que ça existe pas. Mais en même temps, tu peux pas commencer à dire « Oh, mais c'est pas grave, si la science l'a pas expliqué, ça existe pareil. » Tu sais, Oui, puis il y a une façon de le formuler aussi. Oui. Tu sais, dans le sens, s'il y a quelque chose qui n'a pas encore été démontré comme étant nocif, mais que pour une raison obscure, toi, tu as l'impression que... Ouais. Dis-le comme ça. Oui. Annonce-le pas comme étant un fait. Exactement. Parce que c'en est pas un. Exactement. Du moins, pas que tu peux prouver. Ouais. Fait que, tu sais, si tu commences à dire, je sais pas, mettons, moi, l'aspartame, j'aime vraiment pas ça parce que, tu sais, pour peu importe les raisons. OK, cool. Mais mentionne-le comme étant, moi, oui, je ne pas sur l'aspartame pour ces raisons-là. Je suis pas en train de vous dire de... Je suis pas en train de vous dire de, tu sais, que tout le monde devrait penser comme moi, mais moi, ça, c'est mon opinion, basée sur telle affaire. Mais je sais que c'est une opinion parce qu'on n'a pas encore nécessairement de bord. OK, c'est un feeling que j'ai pour basé sur whatever. Mais si tu dis, l'aspartame, c'est de la calice de mal, tout le monde devrait pas prendre ça parce que ça va te donner ci, puis ça va faire ça, puis ça va... Mais on a beaucoup de données à l'inverse qui dit que ce que tu dis, qui va à l'encontre. Fait que moi, c'est surtout là que j'ai un problème où est-ce que des gens, beaucoup... vont mentionner des choses comme étant factuelles quand c'est basé, quand c'est une opinion plus qu'autre chose. Puis, j'en ai parlé un petit peu pour vous autres, ça va être le dernier podcast, nous autres, c'est la semaine passée, mais je t'avais envoyé la vidéo, je l'ai envoyée à Jess aussi. C'est pour ça que je ris. Exact. Où est-ce que, justement, il y avait quelqu'un qui a quand même un bon following, qui avait fait une vidéo sur les édulcorants, où est-ce que, justement, je l'avais challengé, puis justement, j'avais voulu lui écrire en DM au lieu de le faire dans les commentaires, puis je me suis dit, je vais faire ma BA, je le ferai pas publiquement. Je lui avais envoyé un message dans ses DM puis pour le challenger sur ses claims, puis sa seule réponse a été « c'est mon opinion, tout le monde a droit à une opinion ». Puis je suis comme « mais tu le mentionnes pas comme étant une opinion, tu le mentionnes comme étant des faits. » là. Oui, puis en santé, on a une responsabilité où, tu sais, bon, moi, c'est sûr, j'ai un code de déontologie au-dessus de la tête qui fait en sorte que ce que je publie sur les réseaux sociaux, ce que je dis à mes clients, il faut que ce soit basé sur les données probantes, mais même quand tu n'as pas un code de déontologie au-dessus de la tête et que tu as une grande portée, que tu as beaucoup de followers ou que tu es dans un souper de famille, peu importe, puis les gens te voient comme l'expert en santé dans la salle, tu as une responsabilité hyper importante de venir distinguer de ce que tu apportes. Est-ce que ce sont des faits ou ce sont des opinions? Et même quand tu le mentionnes ouvertement comme une opinion, pourquoi est-ce que tu le partages publiquement? Est-ce qu'il y a vraiment un bien que ça va apporter à la société, même si tu le partages comme opinion? Tu fais ton bout de chemin, mais de l'autre côté, les 4 000, 5 000, peu importe, 15 000 personnes qui te suivent n'ont pas forcément cet esprit critique-là et vont le prendre comme un fait. Donc, au final, est-ce que tu ne fais pas plus de tort en partageant des opinions qui n'ont pas été sollicitées ou qui, justement, si tu partages une opinion qui va à l'encontre des données scientifiques actuelles, tu as une grosse responsabilité de te questionner sur pourquoi tu fais ça et comment tu vas venir réduire les méfaits qui vont y être associés. On parle-tu des édulcorants? Oui! On peut pas inviter Myriam sans parler des édulcorants. Ben, c'est ça que j'allais dire. Le pire, c'est que dans le dernier podcast que tu es venu, on était comme, on va en reparler brièvement parce que, tu sais, on avait fait le tour la dernière fois, mais Chris, visiblement, on n'avait pas fait le tour. Fait que, on va adresser le claim qui m'avait le plus fait chier, je pense, dans sa vidéo, où est-ce qu'il était les... Oh non, vas-y.
Simon. Non, mais je vais l'envoyer en DM pour pas expose puis laver mon linge sale devant tout le monde. Simon dans le podcast. Non, mais c'est parce que vraiment tout le monde. Mais je mentionne pas c'est qui, là, sais. parce que si ça a l'air qu'au Québec, on peut pas mentionner, on peut pas reprendre quelqu'un sans se faire bâcher. Mais tu sais, je veux dire, ses propos à lui, je veux dire, on prend cette étude de cas-là, mais je veux dire, on pourrait trouver 20 autres vidéos. Ben oui, exact. C'est une étude de cas, mais qui s'applique à plein d'autres Mais choses. c'est ça, puis c'est drôle parce que justement, tu sais, j'en avais parlé avec Martin de ça, puis tu sais, lui, ça, c'est une affaire qui dit tout le temps, là, comme ça prendrait au moins une personne au Québec qui va comme expose un peu plus ce genre de contenu-là, parce que, je sais pas, au Québec, on est tellement comme... La journée que je Protecteur, gère puis- mon système nerveux, it's over for you bitches. Ça prendrait un Go YouTube, justement, du Québec. Mais bref, tout ça pour dire que l'affaire... Parce que je pense que les deux autres, c'était pas nécessairement... Comment je pourrais dire? C'était pas nécessairement faux, mais disons que c'était très sujet à interprétation. Puis c'était plus, selon moi, du fear-mongering, sans nécessairement être des mensonges. Ouais. Mais un des points qu'il apportait, c'était le côté... le fait de prendre des édulcorants augmente la production d'insuline. Non. C'est impossible. Non. Non. Pourquoi? Parce que la production d'insuline, en fait, va se produire lorsque les cellules du pancréas vont détecter une augmentation de la glycémie. C'est une réponse qui était je veux dire, c'est un phénomène physiologique qui survient après une augmentation de la glycémie en circulation. Oui, mais selon eux, les édulcorants, ça trick ton cerveau à penser qu'il y a du sucre. Écoute, Donc, ça va aussi entretenir le goût du sucre dans ton cerveau. Exact. Mais tu sais, je veux dire, là, j'ai arrêté mon doctorat cette année, mais j'ai quand même baigné dans cette littérature-là, dans tout ce qui est le diabète de type 2, la fonction des cellules bêta, qu'est-ce qui influence la sécrétion sensibilité à l'insuline. Je m'excuse, et peut-être que je me trompe, peut-être que je ne l'ai pas vu encore, mais en date d'aujourd'hui, des connaissances que j'ai, je n'ai pas vu un article scientifique qui montre justement que... Puis tu sais, l'hypothèse, la question pourrait se poser, est-ce que parce que ça goûte le sucre, le corps a une réaction physiologique? La question, elle est valide. Mais après, est-ce qu'elle a été testée? Et qu'est-ce qu'on a vu après? On ne peut pas assumer justement de est-ce que justement, parce que ça goûte sucré, le corps va sécréter de l'insuline. À ce jour, moi, je n'ai pas vu quelque chose en ce sens. Je vous laisserai savoir. Peut-être que je reviendrai sur mes mots, mais à ce jour, non. Une Christie chance parce que les diabétiques seraient dans la merde. En Non, fait, mais en fait, c'est ces ça. compagnies-là seraient dans la merde parce que tous les diabétiques seraient morts. Non, mais c'est ça, je veux dire, pense-y logiquement. Ça, c'est Ouais. beaucoup demandé à la société, Je le Simon. sais. Mais l'insuline, c'est censé aider à gérer le taux de sucre dans ton sang. Ça fait diminuer le taux de Ça sucre fait dans le sang. diminuer le taux de sucre dans ton sang. Si l'insuline est sécrétée puis qu'il n'y a pas de sucre dans ton sang, tu vas te claquer une de ces crises d'hypoglycémie. Là. Tu vois-tu du monde claquer des crises d'hypoglycémie après avoir pris un Coke Diet? Non, ça arrive pas. Non. Il n'y a personne qui fait ça. Non. Puis même, c'est une bonne alternative. Puis je veux dire, là, tu sais, c'est toute comment dire, c'est tout le temps après aussi de prendre, voici les données scientifiques et après, cliniquement, comment tu appliques ça. Parce qu'il y a des choses sur les édulcorants pour lesquelles il y a des points d'interrogation. Pour lesquels on ne sait pas. Il y a beaucoup d'études qui ont vu des changements au niveau du type de bactéries dans le microbiote. Mais est-ce que ce changement-là va se traduire en effet métabolique, cliniquement négatif? Ça, il y a encore plein de points d'interrogation par rapport à ça. Puis c'est correct de soulever un doute, mais ensuite, après, comment est-ce que tu transposes ça dans ta pratique clinique? Même si les édulcorants avaient des effets qui étaient négatifs à un certain point, si j'arrive avec quelqu'un qui prend 2 litres de boissons gazeuses régulières par jour, quelqu'un avec le diabète, où là, on est dans le mode, OK, là, il faut donner un coup de barre pour venir gérer ta glycémie, bien, c'est toujours une balance des bénéfices par rapport au risque. Le risque que tu continues à prendre un 2 litres de coke régulier actuellement avec ta gestion de glycémie actuelle, si tu as le diabète, est beaucoup plus grand que si on te fait prendre une boisson diète qui est à base d'édulcorants, qui a peut-être des effets négatifs à long terme, mais pour lequel il y a un point d'interrogation. À court terme, cette décision-là est la meilleure dans ton quotidien. Donc, c'est toujours du cas par cas après. Puis, tu sais, l'aspartame, ça, c'est intéressant que tu en parles parce que j'avais un client qui m'a justement posé ces questions-là. Hier, non, mais là, l'aspartame, c'est chimique, c'est cancérigène. Puis, on va revenir en arrière. C'était il y a 2 ans quand l'OMS l'a classé comme substance potentiellement cancérigène. Possiblement. Oui, j'arrête pas de dire potentiellement, mais c'est possiblement cancérigène. C'est but different, là. Exactement. Ça sonne encore moins pire, possiblement, je trouve. Oui, c'est vrai. Puis, mais dans cette catégorie-là, je pense que je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais on va aussi retrouver les légumes marinés. Ton cellulaire est dans la même catégorie. Oui, et l'alcool est dans la catégorie pas possiblement actively cancérigène. Et pour, encore une fois, atteindre, c'est toujours la dose qui fait le poison.
Je veux dire, tu te claques 50 Coke diète par jour. Là, peut-être qu'on est proche de ça. Puis j'aurais le goût de dire que si tu es à boire 50... Tu vas avoir d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes autour de ça qu'il faut aller regarder. Donc, oui, la dose fait le poison. Puis les édulcorants, en ce moment, il y a un gros point d'interrogation. Puis j'ai une collègue nutritionniste. Elle, je lui lève mon chapeau. Là, ça va faire 7 ou 8 ans qu'elle est au doctorat. Son doctorat a été prolongé de 2 ans à cause de la pandémie. Elle a eu un enfant et tout. Puis elle s'intéresse spécifiquement à l'effet des édulcorants sur les marqueurs métaboliques et sur les populations de bactéries au niveau du microbiote. Et elle, honnêtement, qui baigne dans ce domaine-là, je veux dire, elle est hyper nuancée dans ses réponses par rapport à ça. Donc, si quelqu'un avec cette expertise-là est aussi nuancé, je veux dire, ça devrait être un signe pour tout le monde de tempérer son discours. Serais-tu game de venir au podcast? Elle habite à Gatineau, je pourrais lui écrire. Au pire, on le fera en ligne. Oui. Non, mais honnêtement, Alexandra Pépin, elle est vraiment sa coche. Donc, Très là, down. je vous la référerai. C'est pas si loin, Gatineau, c'est à côté de chez nous. Ouais, c'est 2 heures, genre. Ouais. Pas si C'est à côté de chez nous? Ouais, toi, tu restes loin. Ouais. Oh, mais j'en parlerai avec plaisir. Ouais. Ouais, moi, je serais Très game. down. Mais pour qu'elle vienne parler de tout le côté, justement, microbiote et tout Ouais, ça. ouais. Oui, ça mais va être elle est intéressant. super calée. Tu sais, même moi, j'oserais pas aller. Je veux dire, je connais quand même un petit peu, mais j'oserais pas aller aussi loin qu'elle parce qu'elle, je veux dire, elle baigne là-dedans, littéralement. Et ça me fait penser, on parlait des édulcorants, mais mettons qu'on fait un pas en arrière. Je sais pas si vos clients vous questionnent aussi souvent sur sucre blanc versus cassonade versus sirop d'agave Tu sais, les versus gens sirop qui d'érable. Voilà, veulent ouais. mettre du sirop d'érable puis du miel là, au lieu des édulcorants parce que c'est plus naturel. Ouais. Là, je parle comme si ces gens-là étaient complètement attardés. Là. Je m'excuse, c'est pas le cas. Là. Je veux dire, c'est un réflexe, encore une fois, Ouais. mauvais C'est l'appel à la réflexe nature, là. du cerveau, mais exactement, c'est l'appel à la nature, c'est très valide comme réflexe. On le Ouais. comprend, mais tout ça pour dire, vas-y, Myriam. Oui, mais tu sais, Tout ça pour dire, vas-y, Myriam. Dis ce qu'on voulait tout dire pour ça. mais tu sais, ce qui donne le goût sucré, c'est la molécule de glucose ou de fructose qui vont se retrouver dans, puis le méchant fructose aussi, ça, on en avait déjà parlé l'autre fois, mais tu sais, qui vont tous se retrouver dans les sucres, mais à des pourcentages variables. Et ultimement, peu importe que tu aies synthétisé ta molécule de glucose en laboratoire ou que tu l'obtiennes via le sirop d'érable, de la sève, de l'érable et alouette, ton corps, lui, ce qu'il voit, c'est la molécule de glucose. Ultimement, c'est ça qui vient augmenter ta glycémie, alors que dans ta recette, tu utilises de la cassonade, du sucre blanc, du sirop d'érable, du miel ou peu importe, ça ne change rien. L'effet sur la santé est le même. Et là, le sirop d'érable a souvent été évoqué. Puis j'avais été dans un congrès il y a 2 ans où il y a des chercheurs qui avaient présenté des données pour l'utilisation de 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, qui est une dose petite, où il y a des effets bénéfiques qui avaient été observés. Parce que le sirop d'érable va contenir des vitamines, des minéraux, des polyphénols, dont un, ça c'est sûr, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire parce que je trouve ça trop cool. C'est un antioxydant qui a été découvert aux États-Unis et synthétisé pour la première fois au Québec. Ils l'ont appelé le Québécol. Nice. Ça, c'est comme un fun fact, genre... Represent. Ouais, le Québécol et tout. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient expliquer ça, mais le niveau de preuve actuel n'est pas suffisant pour justifier que prendre une tonne de sirop d'érable à la place. Si tu as des soucis au niveau de ta régulation de la glycémie, reste que le sirop d'érable, c'est un aliment qui est très, très sucré, qui va venir augmenter ta glycémie de façon assez importante. Puis ça, il faut faire attention dans des cas de diabète et tout ça. Mais je veux dire, dans d'autres cas, je vous parlais de mes apports en sucre quand je fais des longues sorties de vélo. Le sirop d'érable, c'est mon ami dans ce cas-ci. Mais c'est important de prendre la décision, je pense, en toute connaissance de cause, que si tu fais une recette pour laquelle tu veux diminuer la quantité de sucre, je veux dire que tu mets du sucre blanc, du sirop d'érable, du miel, tu as la même quantité de sucre et c'est la même molécule que ton corps va voir. Allez-y avec des édulcorants si vous voulez diminuer la quantité de sucre dans votre recette. Mettons que tu veux pas d'acheter du stevia ou peu importe, réduisez la quantité totale de sucre utilisé, de la compote Peut-être de un moitié-moitié ou de la moitié-moitié, compote, ou tantôt, je vous disais, j'avais des biscuits à la purée de patates douces. Puis c'est pas parce que c'est des sucres naturels, entre guillemets. Je veux dire, c'est la même molécule. C'est juste que la compote de pommes, la purée de patates douces va venir apporter une meilleure texture, va adoucir tu sais, t'as moins de sucre littéralement. Beaucoup plus de fibres aussi. De fibres aussi, entre autres. Donc ça, c'est des options qui existent. Mais encore une fois, c'est bon de faire la part des choses pour revenir à ce qu'on dit au début, que c'est super cool d'avoir des collations. Je vous dis, moi, tantôt, le muffin que j'avais après le workout, oui, c'est un muffin qui est plus riche en fibres et tout ça, mais si j'ai amené le goût de manger un gros muffin du Costco, full sucre, full gras, je peux totalement le faire, puis ça envoie pas ma santé au bûcher parce que je fais ça. Non, puis c'est une exposition à long terme. Là. Comme c'est une affaire qu'on rappelle tout le temps. Là, comme, oui, c'est une question de dosage, mais c'est une question d'exposition à long terme aussi. Parce que tu auras beau te torcher une soirée avec un esti de buffet.
c'était quand même juste une soirée dans toute ta vie. Ouais. À moins que tu t'étouffes ce soir-là puis t'en meurs. Là, comme, c'est pas cette soirée-là qui va faire que ça va tout gâcher. Fait que c'est toujours d'essayer de regarder le big picture, mais c'est que des fois, on obsède tellement avec des affaires pointues qu'on a l'arbre d'en face et on va pas forêt en arrière. T'sais. Mais il y a aussi, c'est parce que les gens vont faire ces choix-là en se disant « Ah, je fais un choix qui est plus santé. » Tu sais, il y a beaucoup de ça que je vois aussi. Je regarde, mettons, les gens qui se disent « Ah, je vais prendre des choses plus santé. » Ils sont là avec leur panier de bâtons à l'épicerie. Je suis comme... On a encore cette mentalité-là de choses santé versus pas santé. C'est pas parce que ça a des graines que... Non, cette phrase. Ouf, OK, on repart. Écoute, l'intention était excellente. L'intention était très bonne. Les noix, les graines, c'est très bon pour... oui, c'est... OK, là, on l'a perdu. J'ai juste les bons vins de nature dans la tête. Je suis comme, c'est pas parce que c'est plein de graines que c'est bon pour la santé, mais... OK, mais... T'as-tu déjà essayé de dire ça dans une orgie? Non, OK. Excusez. Si t'es pas protégé, ça peut être très nocif. Bienvenue en 2025, gang! C'est ça. Mais tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont associer encore l'appel à la nature avec ses santé, alors que c'est pas le cas, tu sais. Puis comme on a mentionné pour le sirop d'érable, le miel puis les édulcorants, c'est que c'est des détails qui peuvent sembler très anodins pour monsieur, madame, tout le monde. Mais on parle encore une fois dans un contexte où est-ce que peut-être que tu as des invités qui sont diabétiques, que tu leur dis « Hey, la recette que j'ai faite est sans sucre. » Pas sans sucre. C'est parce que tu pourrais avoir un petit problème sur tes épaules à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est plus pour ce genre de micro-détails-là qui, ça, c'est quand même important. Tu comprends? Tu as quand même la vie de quelqu'un entre tes mains. Là. Fait que c'est plus dans ce sens-là, je pense que ça, c'est le type de micro-détails que je trouve plus important. Mais tu vois à quel point je trouve ça tricky, l'alimentation, pour ça. Parce que t'es comme... Il y a des micro-détails que... Oui, ceux-là, faut que tu fasses attention, mais il y en a d'autres qui étaient comme, non, mais ça, c'est un micro-détail qui n'est pas important. Tu sais, je comprends les gens d'être perdus dans la nutrition pour tout ce genre de micro-nuances-là. Oui. Mais tu sais, ces micro-nuances-là, encore une fois, tu sais, on les adresse parce qu'on reçoit les questions par rapport à ça, mais ultimement, je veux dire, moi, déjà que tu fasses tes galettes maison, peu importe ce que tu mets dedans, ta galette maison va être plus nutritive que la galette du commerce que tu achètes. Là. On regarde pas les ingrédients ou quoi que ce soit, juste déjà de par comment elle va être préparée. Puis on pourrait s'arrêter là. Pour quelqu'un, je veux dire, qui n'a pas des besoins particuliers, on pourrait s'arrêter là, puis tu as fait ton bout de chemin. Là. Puis j'aime vraiment ce que tu viens de mentionner, c'est que les gens focusent beaucoup à avoir une alimentation moins calorique, alors que selon moi, la clé est d'aller chercher une alimentation plus nutritive. Oui, exactement. Arrêtez de vouloir couper des calories partout. Je comprends si tu as des objectifs physiques, oui, tu vas avoir besoin d'un déficit calorique. C'est avec qui qu'on voulait parler du déficit calorique? C'est-tu avec Myriam? Avec Mathieu. OK, Mathieu, super. C'était juste pour être sûr qu'on n'était pas dedans. Mais c'est ça, mais les gens vont beaucoup associer le déficit calorique à « faut vraiment que je diminue tout le temps mes calories », mais souvent, ce que tu aurais avantage à faire, dépendamment de tes objectifs, c'est améliorer la qualité nutritive de ce que tu manges. Ouais, exactement. Puis même, tu sais, même dans un contexte de déficit calorique, c'est encore plus important que la qualité des calories que tu ingères soit ça coche parce que tu as comme moins d'opportunités d'aller chercher les nutriments dont tu as besoin. Et déjà, en déficit calorique, quand tu veux pas donner un coup de barre à ton niveau d'énergie, à l'énergie littéralement auquel ton corps a accès, tu veux t'assurer qu'il y a justement toutes les vitamines, les minéraux pour être capable de soutenir ses fonctions au quotidien. Puis tu sais, un exemple par rapport aux calories puis la quantité par rapport à la qualité. Tu sais, je revois dans un resto où il y avait le classique sandwich jambon-fromage qui allait contenir moins de calories que le sandwich poulet-avocat parce que l'avocat est plus riche en gras et tout. Donc, oui, il y en a un qui contient moins de calories, mais un va être une option qui va être plus nutritive, va t'apporter des fibres, va plus te soutenir. Donc, il faut voir au-delà des calories. Puis c'est la qualité qui est importante plus que la quantité. Oui, puis tu sais, je sais pas si tu te souviens du nom du professeur parce que je m'en souviens jamais, mais celui qui avait fait la Twinkie Diet là, pendant genre 10 semaines, qui avait mangé majoritairement. Il l'appelait initialement le 7-Eleven Diet parce que tout ce qu'il mangeait, c'était des affaires qu'il pouvait acheter au 7-Eleven, majoritairement des Twinkies, des Doritos, des Oreos, des affaires comme ça. Juste pour démontrer que même en mangeant des aliments exclusivement transformés, tu pouvais quand même perdre du poids parce qu'il était en déficit calorique. Puis le gars, il avait perdu... Je pense que c'est quelque chose comme 27 livres en 10 semaines, quelque chose comme ça. Il avait quand même perdu pas mal de poids. Puis tu regardes ça, puis t'es comme, ouais, mais tous ces marqueurs de santé se sont améliorés. Oui, parce qu'il a perdu du poids, mais je veux dire, c'est très short term comme effet. Là. Je veux dire, t'auras pas. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, OK, pendant 2 mois et demi, t'as mangé ça. Il devait avoir faim en calvaire, par exemple. Ça, c'est une affaire qu'il disait. Il était comme, j'avais juste hâte de manger une salade en finissant. Là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, tu regardes ça, c'est facile de juste regarder ça at face value puis de faire comme, ouais, mais ces marqueurs de santé se sont améliorés juste parce que, même en mangeant super transformé. Ouais, mais ça a été sur 10 semaines. Mange exclusivement transformé. T'auras beau être en déficit calorique. Déjà, on le répète, le déficit calorique n'est pas un mode de vie. Ça devrait être une phase.
mais mange exclusivement des aliments transformés. Non seulement, à un moment donné, tu vas avoir faim en calvaire, parce que si tu es en déficit calorique avec exclusivement des aliments transformés, tu mangeras pas beaucoup. Non. 2, à un moment donné, tu vas manquer de micronutriments Ben aussi. oui, 100%. Fait que comme tes selles risquent d'être dégueulasses, tu risques de manquer d'énergie, tu risques d'avoir de la difficulté à te concentrer, comme ça risque de donner avec un paquet de problèmes. Fait que short term, c'est une chose, puis c'est pour ça qu'on dit que dans la modération, tu peux en inclure un peu de temps en temps, puis c'est une question de dosage, c'est une question de... Bon, mais comme tu devrais prioriser une alimentation majoritairement Ah oui. de whole foods, riche en macro et micronutriments aussi. Puis comme tu disais, surtout quand tu es en cas de perte de gras, quand tu es en déficit calorique, parce que là, tu as de moins en moins d'énergie. Fait que ce que tu as, j'aimerais ça que ça soit le plus riche en nutriments possible. J'aime l'aspect que tu spécifies le short term sur 10 semaines parce qu'il y a des déficiences en certains micronutriments qui vont prendre des mois à apparaître. C'est une pente descendante, le corps compense autrement pendant un certain temps, mais si tu t'arrêtes justement à juste regarder les calories, le chiffre sur la balance, puis oui, certains marqueurs, mais après, sur le long terme, je veux dire, si tu manges juste la nourriture de dépanneur, je mets ma main à couper, je veux dire que tu vas manquer de plein d'autres vitamines et minéraux qui sont essentiels qu'on va retrouver dans des végétaux et alouettes, ce qui n'est pas beaucoup au 7-Eleven. Non, pas vraiment. Puis par rapport aux édulcorants aussi, parce qu'un argument qu'on voit souvent, c'est le côté, mettons, sucralose, aspartame, toutes ces affaires-là, je pense qu'il y a le xylitol, non, pas le xylitol, le érythritol qu'on retrouve dans les energy drinks, ces affaires-là. Tous les polyalcools. Ouais, c'est ça, en tout cas, toutes ces affaires-là. C'est de la merde, mais le stevia, par exemple, parce que ça, c'est naturel, ça, c'est mieux. Mais ça revient encore justement à l'argument de l'appel à la nature. Je veux dire, tu sais, tout est chimique et tout est naturel en même temps. Donc, le stevia, le fait de le pousser comme étant une meilleure option parce qu'il est plus naturel, je m'en fous d'où ça vient. Qu'est-ce que ça fait une fois dans le corps? Qu'est-ce que ça fait une fois dans le corps? Je veux dire, on pourrait dire que le mercure, le plomb, ça vient de la nature. Mais moi, j'en veux pas dans mon corps. Je sais pas vous, mais c'est pas quelque chose que je veux particulièrement. Tu manques vraiment quelque chose. Donc, mais tu sais, c'est ça, ultimement, je veux dire, la provenance. Je veux dire, ultimement, après, quelles sont les caractéristiques de la molécule en soi? Peu importe d'où elle vient, puis qu'est-ce qu'elle va faire une fois dans le corps. Puis le stevia, c'est un édulcorant, je veux dire, qui peut avoir son utilité comme un autre. Puis après, moi, ce que je remarque beaucoup auprès de mes clients, quand il y a des produits avec des édulcorants qui sont utilisés, c'est beaucoup la préférence personnelle au niveau du goût. L'aspartame a un goût plus particulier. Le stevia, le sucralose, les polyalcools, le érythritol, justement, que tu as nommé, peut être plus difficile au niveau du système digestif. Ah, moi, les polyalcools, non, tu m'oublies. Tu m'oublies. Mais c'est ça, puis ultimement, ça revient aussi à une question de dose que tu vas pas avoir une scoop de poudre de protéines avec des édulcorants à ton déjeuner, collation, dîner. Tu sais, tu prends pas 8 scoops par jour, là. Donc, ultimement, que tu en aies une dans ta journée, que ce soit de l'aspartame, du sucralose ou du stevia, prends celle qui te convient. Et le jour où on aura des données plus convaincantes qui vont peut-être indiquer qu'un ou l'autre est favorable, on va réajuster le tir. Et encore une fois, comme tu as dit tantôt, Sim, c'est une question d'exposition à long terme, là. Même si après un certain, tu sais, dans 5 ans, on se rend compte que, oh shit, le sucralose, c'était pas la chose à prendre. La majorité de ton alimentation n'est pas composée de sucralose. Idéalement pas, en tout cas. Donc, non, puis ça revient aussi, justement, c'est une question de dosage, parce que, tu sais, admettons, là, éventuellement, on se rend compte que aspartame, genre, c'est pas juste possiblement, on vient de le monter de catégorie. Ouais. Là. On a de plus en plus d'évidence que peut-être que chez les humains, ça peut... OK. Mais si toi, t'en prends, mettons, une canette par jour de breuvage quelconque avec de l'aspartame dedans, mais ça fait en sorte qu'à la place, tu consommes pas ta canette de Coke full sucre ou que tu consommes pas un fuck ton de dessert on the side parce que tu craves quelque chose de sucré, puis juste te donner ce petit goût sucré-là sans avoir toutes les calories qui viennent avec, te permettre de rester plus facilement dans un poids qui est santé, de limiter ta consommation d'alimentation super transformée, super riche en sucre, en gras, parce que souvent c'est une combinaison des deux. Ben, est-ce que ça va quand même avoir été pire que si on t'avait dit, tu sais quoi, l'aspartame, pas de bonne idée. Va chercher tes affaires full sucre, là. On va gérer ton sucre de même. Puis finalement, ben, t'avais consommé beaucoup plus de malbouffe, t'avais consommé probablement beaucoup plus de calories, que t'aurais potentiellement pris du poids, que ça t'aurait causé potentiellement d'autres problèmes aussi. Je trouve aussi important d'avoir quand même ça, la vision 360 où, OK, tu manges full d'aliments sucrés en fin de journée. OK, à la place, prends un Coke diète, mais est-ce qu'en faisant ça, on vient vraiment adresser le problème? Pourquoi est-ce que tu as ces gros cravings-là en fin de soirée? D'où est-ce que ça vient? Donc, de backtrack puis d'être capable d'aller regarder, oh, OK, toute la journée, tu restreins tes glucides parce que tu penses que c'est pas bon et là, en soirée, tu perds le contrôle. Il faut comme revenir aussi à la base de, oui, parfois, peut-être, c'est dans certains de vos clients qui ont une prep, une compétition, là, tu as un objectif de composition corporelle, tu sais, OK, là, oui, la canette va faire la job, mais dans une optique à long terme, tu sais, pourquoi est-ce que tous les soirs, il faut que tu
tapes 3-4 desserts. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que tu vis bien avec ça? Donc, c'est important de venir regarder tous les autres facteurs autour. 100% d'accord. Puis, tu sais, mettons, dans cette évaluation-là, moi, ce que je vais remarquer, il y en a beaucoup que c'est pas parce qu'ils en ont besoin, mais on parlait tantôt de la tradition, c'est très fort. Mm-hmm. Tu sais, c'est inculqué. Même moi, je veux dire, quand j'étais jeune, c'était comme, veux-tu un dessert après souper? Comme, c'est normal. Ça a été tellement normalisé. Puis j'avais une de mes amies quand j'étais jeune que elle, ses parents, ils étaient plus stricts sur la nourriture, puis stricts, ils la faisaient bien manger, là. On les trouvait vraiment intenses, ses parents, alors que ses parents avaient complètement raison, tu sais, je veux dire, puis c'est pas pour shamer personne, là, mais dans le sens que des fois, c'est pas une question nécessairement de trouble alimentaire aussi, c'est une habitude. Tu te rends compte que la personne, elle a juste l'habitude de faire ça. Bon, mais on peut-tu améliorer ton habitude, tu sais? Fait que dans ce contexte-là, je pense que ça peut être une bonne idée, mais qu'effectivement, c'est important d'avoir l'évaluation de pourquoi. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres cas où est-ce que les gens, ils se restreignent de manger dans la journée. Ils sont comme, j'ai vraiment un gros craving le soir. OK, mais peut-être que si tu mangeais plus pendant ta journée. Oui, 100%. Puis je vais faire une mini parenthèse, puis je vais revenir sur ce que tu disais, parce que j'aime vraiment ça. J'en parlais avec le chum d'une de mes amies en fin de semaine. On avait le souper pour la fête à ma filleule, qui a maintenant 2 ans. Puis j'en parlais avec le chum de mon ami, justement, puis il était comme, il dit, moi, ces temps-ci, si je prends un verre, lui, il aime bien genre rum and coke, mais il dit, maintenant, je suis rendu avec du coke diète au lieu du coke ordinaire. Il dit, je prends du rhum pareil, mais comme... Il dit, tu sais, si j'en prends 3-4 dans ma soirée, c'est quand même 3-4 côtes de moins aussi que je vais prendre, tu sais, 3-4 l'équivalent en sucre de moins. Fait que j'étais comme, je dis, écoute, est-ce que c'est parfait? Ben non, il y a de l'alcool, mais c'est correct. Mais comme, t'as quand même réduit considérablement au moins ta consommation de sucre qui venait avec. Fait que c'est quand même un peu moins pire, tu sais. C'est toujours une question de, on vise pas nécessairement qu'est-ce qui est parfait, mais si t'es capable de faire des petits changements à gauche et à droite, mais cumulativement, down the line, ça peut quand même te donner des effets positifs. Mais je reviens à ce que tu disais, parce que j'aimais vraiment ça, parce que récemment, j'ai une cliente qui m'avait posé en question dans son check-in, mettons, est-ce que du popcorn, ça peut être un snack correct à prendre en soirée, mettons, quand j'écoute un film, ou sinon, t'aurais-tu comme d'autres suggestions? Puis j'y ai donné une réponse en 2 volets, où est-ce que je disais, le popcorn, si tu le prends pas avec un fuck ton de beurre, ça peut être correct. Il y en a des moins caloriques que d'autres. Puis le popcorn, c'est étonnamment fibreux quand même comme carb. Mais je dis, volet 2, je pense qu'il faut remettre en question pourquoi tu ressens le besoin de toujours avoir une collation quand tu écoutes un film. Ou ce genre de pattern-là, tu parlais justement d'avoir, on ressent le besoin d'avoir un dessert après un repas ou quelque chose comme ça, mais on a tellement été habitués à ce genre de comportement-là que pour nous, on le remet même pas en question, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Puis c'est pas grave. Puis c'est pas grave. Puis je veux dire, c'est pas fondamentalement grave non plus. C'est juste qu'il faut quand même, je crois, prendre la peine de reconnaître le comportement puis de se poser la question pourquoi. Parce que si tu associes automatiquement, je vais écouter un film le soir à ça me prend une collation ou je vais manger un repas, ça me prend un dessert, c'est pas tant parce que tu en as besoin, c'est juste que tu as associé le comportement. Puis est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il est vraiment bénéfique? Est-ce que tu en as tant de besoin? Est-ce que tu pourrais peut-être faire un changement qui va peut-être être un petit peu plus aligné avec ce que tu as de besoin? Mais je pense de le mentionner, ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup de comportements comme ça que c'est juste... On les a parce que ça a toujours été comme ça, puis on les remet pas en question. Finalement, quand on te le remet d'en face, t'es comme... finalement, je sais pas pourquoi je fais ça. Ce que je trouve intéressant qu'on fait cet exercice-là, c'est de faire réaliser après de OK, tu sais quoi, je le fais par habitude, mais tu as raison, tu sais, je profite même pas de mon popcorn. Puis la faute, t'es comme, j'ai vraiment le goût de mon popcorn, maudit qui est meilleur. Tu sais, ça rend l'expérience de plus de plaisir autour de ça quand c'est vraiment motivé de l'intérieur de comme OK, là, ce soir, c'est ça dont j'ai envie et pas juste systématiquement le prendre sans te poser de questions. Ou tu sais, genre, non, on peut pas écouter de film, on n'a pas de popcorn. Tu sais, comme des fois, il y a l'association inverse qui se fait. Là, ça devient peut-être un petit peu plus poussé, mais j'ai déjà entendu ça. Tu sais, comme là, on n'écoutera pas un film, on n'a même pas de popcorn pour écouter avec. C'est un prérequis d'avoir du popcorn pour écouter un film. Et puis là, tu as mentionné le rum and coke, puis je veux pas qu'on l'oublie parce que l'alcool. C'était le prochain sujet, justement. Mais d'ailleurs, pour parlant de... Puis tu sais, tout ce qui est au niveau de l'alimentation, je pense que c'est toujours de juste prendre le temps de s'arrêter puis de faire des prises de conscience puis de se remettre en question de pourquoi est-ce que j'ai tel comportement alimentaire dans ma vie. Tu sais, surtout si vous avez des troubles alimentaires, tu sais, ça se peut que ça vienne des fois juste d'habitude, tu sais, de OK, mais j'ai des conditionnés de telle manière. Fait que des fois, de retrouver les sources de où ça vient. Tu sais, moi, c'est ce que je fais ces temps-ci avec mes clientes, de leur faire prendre conscience de beaucoup de croyances limitantes qu'elles ont à propos de tout dans leur vie, en fait, là, puis de se rendre compte de où ça vient. Ça t'aide aussi à le défaire plus facilement, de faire « Hey, mettons, moi, dans ma tête, tu sais, j'ai tel trouble alimentaire, on va dire, parce que dans ma tête, je suis encore la petite grosse du secondaire ou du primaire ou peu importe. » Puis t'es comme « OK, ça vient de où? » C'est des gens qui me le disaient.
OK, mais ces gens-là sont encore dans ta... Tu sais, comme, est-ce que cette pensée-là a raison de prendre autant de place que ça dans ta vie? Nos pensées ne sont pas des faits. Exactement, vraiment, vraiment, tu sais. Fait que c'est toujours une question de remise en question. Puis, Mais tout le monde a droit à son opinion, par Oui. exemple. mais c'est une question de remise en question. Puis par rapport à l'alcool aussi, tu sais, on parlait tantôt de remets en question pourquoi est-ce que tu consommes de l'alcool. Puis encore une fois, c'est juste de se ramener en pleine conscience de pourquoi tu en consommes. Parce que tu vas mentionner des faits super intéressants à propos de l'alcool. Puis, tu sais, c'est ce que j'ai des clientes que c'était justement ça. Ah, mais moi, mettons, j'aime ça les bières de microbrasserie. Ah, j'aime ça telle affaire. OK. Est-ce que tu aimes vraiment ça, vu tout ce que tu me dis que tu n'aimes pas que ça fait sur ta santé en ce moment, puis comment tu te sens? Si ta réponse, c'est oui, est-ce qu'il y a moyen de l'intégrer de façon peut-être un peu plus alignée avec ce que tu veux? Tu sais, peut-être en consommer moins ou moins souvent, des moins grosses quantités à la fois. Prendre des bières avec des pourcentages d'alcool plus faibles, à IPA à 6,8 versus une autre à 4,1. Tu sais, Puis, honnêtement, il y en a des sans-alcool qui sont très bonnes. Oui, mais... Les vins sans alcool n'est pas encore de trouver de super décents, là, mais les bières sans alcool, il y en a des excellentes. Mais c'est ça, tu sais, fait y a-tu juste moyen de le twister pour que ça... Tu sais, parce que là, c'est toi qui viens me voir en me disant « Je me sens pas bien avec telle chose. » Moi, je nomme qu'il y a un problème à tel endroit. Fait que on va le garder si tu veux le garder, mais au moins prends le temps de t'arrêter pour te poser la question. Ouais. Pourquoi est-ce que je veux absolument garder ça dans ma vie en ce moment? Puis, encore une fois, première à le dire, j'aime ça prendre un gin soda de temps en temps parce que j'aime ça, parce que ça me tente, parce que le petit feeling après un verre, vu que j'en bois pas souvent, il est le fun. Mais je suis consciente de pourquoi et je suis aussi en paix avec ce qui vient avec. Ouais. Fait que quand tu es conscient de pourquoi est-ce que tu le fais, puis que c'est pas... Tu sais, jamais tu vas me pogner chez nous avec un verre d'alcool en train de rien faire. Tu comprends? C'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. C'est pas dans mon identité. Fait que juste de prendre le temps de s'arrêter pour ça, parce que, encore une fois, l'alcool a des effets secondaires sur la santé. Ouais. Myriam, on a des nouvelles études. Oui, bien, en fait, justement, il y a quelques semaines, j'ai participé à un projet qui s'appelait Alcool au féminin, qui est une nouvelle initiative de l'Association de la santé publique du Québec. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ce projet-là, c'est spécifiquement concentré à mieux documenter puis regarder les évidences actuelles sur l'effet de la consommation d'alcool chez les femmes. C'est un site web qui est disponible en ligne, des super belles ressources. Puis ils ont regardé autant l'effet, oui, sur la santé physique, mais aussi sur la stigmatisation, la sécurité. Et donc, une femme qui finit pompette après un party va recevoir plus de jugements négatifs qu'un homme, ce qui est comme assez particulier. 8 femmes sur 10 au Québec ne se sentent pas en sécurité dans les bars. Bref, c'est plein de données par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment frappée et que j'ai été fouillée un peu plus après, c'était que tu prends un homme, une femme, même poids, même grandeur, même gabarit, la même quantité d'alcool va avoir des effets plus négatifs sur la santé des femmes que les hommes. Puis il y a beaucoup de choses avec le temps qu'on se rend compte, en fait, que l'effet est différent sur les femmes parce que back in the day, c'était pas très à la mode d'étudier les femmes, malheureusement. L'histoire de la science est tristement très misogyne. Et j'étais comme, waouh, c'est intéressant, mais pourquoi? C'est tout le temps mon petit cerveau scientifique qui embarque. Quelques trucs intéressants que j'ai trouvés par rapport à ça. L'effet de l'alcool serait plus négatif chez les femmes parce qu'on a naturellement un pourcentage de gras qui est plus élevé. L'alcool, c'est plus soluble dans l'eau. Donc, ça nous prend plus de temps à évacuer l'alcool. La molécule va rester plus longtemps en circulation, ce qui lui laisse plus de temps pour faire du dommage, car, on le rappelle, l'alcool, c'est une molécule qui est toxique. Okay? Oui, ça donne un petit feeling le fun. Oui, c'est banalisé, très socialisé dans notre société, mais c'est une molécule qui est toxique. Classe 1 cancérigène selon l'OMS, on vous le rappelle. Exactement. Puis, il y a une des enzymes qui est sécrétée par le foie pour métaboliser l'alcool et s'en débarrasser. Et l'expression des gènes pour synthétiser cette molécule-là est moindre chez les femmes. Donc, génétiquement, de par les différences biologiques, l'enzyme qui est essentielle pour clairer l'alcool du système, on en a moins. Puis, ben, ça nous met plus à risque de certains cancers, le cancer du sein, beaucoup des cancers plus hormonaux dépendants. Puis, moi, personnellement, quand les dernières lignes directrices, les recommandations du Centre canadien pour l'usage des substances sont sorties, puis qui ont vraiment brassé la cage, où avant, on passait de moins de 10 consommations par semaine pour les femmes et moins de 15 par semaine pour les hommes. Et que ce qui est quand même énorme. Oui. C'est comme 1 à 2 par jour, et que pour les femmes, c'est tombé à moins de 2 par semaine. Moi, j'ai fait un « wow ». OK, ils ont droppé d'un coup, là. Oui, exactement. Puis là, en fait, pour nuancer, Santé Canada n'a pas adopté officiellement ces recommandations-là. Ça, c'est les recommandations qui ont été émises par le Centre canadien pour l'usage des substances. Mais 2 par semaine, j'ai fait tabarouette. OK, là. Tu sais, c'est comme tes 2 verres le vendredi, puis c'est fini. Pour la semaine. Puis, tu sais, une des choses qui est importante à rappeler, c'est qu'il n'y a pas de dose d'alcool qui est sécuritaire. Dès que tu prends un verre, tu as des effets qui sont négatifs. Puis, tu sais, on parlait de l'habitude de prendre un dessert. Je veux dire,
suis un peu, pour moi, je suis très slack par rapport à ça parce qu'ultimement, tes 2 biscuits après ton repas, le reste de ta journée, ton alimentation est cool. Ça reste une question de dosage aussi. Ouais, c'est exactement. ça. Mais l'alcool, on dirait que ma position est devenue plus tranchée. Par rapport à ça, justement parce que c'est une molécule qui a des effets négatifs pour la santé, qui augmente le risque de maladie à long terme. Moi, j'ai beaucoup changé mes habitudes de consommation aussi, où avant, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui buvait tous les jours, mais j'étais une buveuse sociale, où, tu sais, quand j'avais du social avec des amis, on va chez quelqu'un, ben, OK, je me prends 1 ou 2 bières d'un micro que j'aime bien. Puis ça, je l'ai drastiquement changé cette année, de par mon début d'année, qui était plus difficile sur le plan de la santé mentale, puis je voulais pas... ingurgiter un truc qui allait faire que j'allais être plus anxieuse que je l'étais déjà le lendemain. Et dépressive. Oui, exactement. Puis c'est fou, justement, j'ai découvert tellement de produits sans alcool qui sont le fun. Puis le lendemain d'une soirée, au lieu d'être fatiguée du manque de sommeil, plus de l'effet négatif de l'alcool, ben je suis juste fatiguée parce que j'ai peut-être un peu moins bien dormi. Puis si au final, je dors un nombre d'heures adéquat, ben j'ai une super belle soirée avec mes amis. Je me souviens de tous les détails, tout est clair. Puis tu sais, sans avoir eu un blackout complet, c'est sûr que quand tu es un peu désinhibé et tout, il y a des petits bouts de l'histoire parfois qui se perdent. Donc, je pense de collectivement remettre en question pourquoi on boit de l'alcool, quand on va dans un événement social, quand on va prendre un verre, quand c'est l'activité. Tu sais, de faire le choix conscient de, OK, je sais que ma consommation, même si je prends un verre, ça peut avoir des effets négatifs sur moi. Est-ce que je les veux? Est-ce que je suis prête à les accepter? Ou est-ce que je ne pourrais pas prendre autre chose puis bien me sentir le lendemain? Puis tu sais, les fêtes s'en viennent. C'est comme un no-brainer d'imaginer. Tu sais, t'imagines une table de fête qui n'a pas un verre de vin rouge, mais what if il n'y en a pas? Puis qu'à la place, tu as une boîte de bulles sans alcool. Vous donnez le défi à tout le monde. OK, tout le monde amène un mocktail ou une bière sans alcool pour faire découvrir. T'sais, ça, je pense que c'est un changement comme société qui gagne à être fait puis qui est difficile à opérer parce que c'est tellement incorporé dans nos mœurs, nos habitudes sociales. Et encore une fois, c'est pas de diaboliser le truc, mais c'est de réaliser collectivement, on a banalisé à quel point c'était mauvais pour la santé. Mais c'est beaucoup pour l'impact social. Oui. Parce que, tu regardes la cigarette, on n'a plus de difficulté à comme démoniser ça, puis à dire voyons donc, puis comme à juger même beaucoup les gens qui consomment encore la cigarette. Mais l'alcool, c'est tellement, j'aimais l'expression que Martin disait, un lubrifiant social. Ah ouais. Où est-ce que les gens en gang vont prendre ça parce que justement, on dirait que comme t'es un petit peu plus relax, c'est un petit peu plus facile d'avoir des conversations peut-être un petit peu plus ouvertes, puis tout ça, d'être un petit peu plus à l'aise, t'es un petit peu plus gêné, un petit peu plus introverti, tout ça. Mais comme tu dis, je pense que c'est super important de remettre en question le pourquoi est-ce que tu consommes de l'alcool. Parce que souvent, quand tu vas... C'est drôle, parce que j'ai eu la conversation ce matin avec une de mes clientes, puis elle dit, je sais pas pourquoi, là, ces temps-ci, on dirait que j'ai le verre de vin un petit peu plus facile. Puis c'est une fille qui, elle a déjà, comme par le passé, été un peu plus sur le party, mais tu sais, aujourd'hui, c'est comme... Le verre d'alcool, c'est à l'occasion, puis s'il y a une occasion, sinon, elle boit plus vraiment. Mais je sais pas pourquoi, là, ces temps-ci, le verre de vin est un petit peu plus invitant, puis peut-être un deuxième, puis c'est ça que je disais, parce que, tu sais, elle travaille comme serveuse. En ce moment, c'est les parties de Noël, c'est comme les gros temps de l'année où est-ce que elle fait des plus gros chiffres, elle est plus fatiguée, elle est plus brûlée, fait que je suis comme, je cherche pas tant plus loin que ça, là. Je dis, en ce moment, t'es brûlé, t'es stressé, puis ça te donne... comme l'espèce de... Justement. Taking the edge off. Ouais, c'est ça. Ça fait juste comme on dirait que ça t'enlève un petit poids, t'es un petit peu plus mollo, un petit peu plus relax. Essayez la ashwagandha, la gang qui sont pas ces antidépresseurs. Ben, c'est ça. Mais ça, par contre, ashwagandha, il faut que tu en prennes des très grosses doses très longtemps pour que ça ait un effet significatif sur l'anxiété. Oui, on pourra en reparler, là, mais ça, par contre, cliniquement, qu'il y a un effet significatif, c'est des très grosses doses très longtemps. En tout cas, c'est quand même peut-être genre un engagement. Sur à long terme, mais je veux dire, à court terme, c'est que c'est une chill pill. Fait que t'en prends, tu ressens les effets directs. Mais je dis pas que ça guérit fuck all. Non, c'est ça, mais c'est quelque chose de... Tu le sais que c'est très momentaire. J'en ai recommandé à un de mes clients, il était en fin de session. Il y a il y a le stress dans le tapis, il y a de la difficulté à dormir un peu plus. C'est juste, au lieu de fumer un joint, c'est mieux de mâcher de l'ashwagandha. L'alcool aussi, ce qui est hyper pervers avec cette molécule-là, c'est que c'est comme si, sur le aigu, le court terme, ça fait exactement le contraire de ce que ça fait à long terme. Dans le sens que quand tu le prends, tu te sens plus relax, tu es détendu. Tu prends 2 verres de vin, oh mon Dieu, la tête lourde sur l'oreiller. Mais le lendemain, je veux dire, ça a un effet dépresseur. Ça vient couper sur ton sommeil profond, tes phases de sommeil paradoxal. Donc, c'est ça, on dirait que je trouve qu'il est tellement dur des fois où tu es comme non, mais genre, je te dis ça, je suis stressée maintenant, mais c'est parce que le lendemain, là, tu vas te manger une claque. C'est drôle parce que les gens, souvent, quand ils parlent de leur sommeil sur l'alcool, sont genre, hey, je me suis endormi tellement facilement, j'ai dormi. Tu te sentais-tu reposé le lendemain? Non, j'étais
j'étais Fuck encore quand all. même fatigué. Ouais, c'est ça. Mais c'est OK, parce tu que t'es endormi, mais ton sommeil n'était pas récupérable. c'est tellement rendu normal dans la vie des gens de ne pas avoir d'énergie, de mal dormir puis d'être stressé que comme ils sont comme ben Les au gens moins s'en rendent plus compte qu'ils sont stressés. non, ils sont comme ben, au moins je me suis endormi, t'es comme OK, mais tu te sens encore pas bien, tu sais, puis je me sens tu sais je me sens pas bien dans ma vie, je suis stressée, je sais je suis ça. OK, mais tu prends de l'alcool régulièrement. Ça a un impact négatif, c'est neurotoxique. Comme t'es en train d'entretenir ton cercle vicieux, comme si t'as vraiment d'autres solutions. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, généralement, encore une fois, je ne suis pas psychologue et ça va être une opinion. Je vais le dire tout de suite. Là, je ne le mentionnerai pas comme un fait. Mais j'ai l'impression que souvent, les gens qui consomment de l'alcool de façon régulière et en relativement grande quantité, c'est une de deux choses. Soit ils ont beaucoup d'événements sociaux et sont incapables de dire non, et ou sont dans des périodes où ils sont ultra stressés, puis c'est une façon pour eux de... C'est de l'automédicamentation. Exact. Ouais. Non, puis d'apprendre à développer son bac à outils, justement, de... tu sais, puis je sais que ça sonne tellement cliché, mais je veux dire, c'est ça aussi qui est le mieux documenté, mais de, OK, des exercices de respiration en pleine conscience, de, OK, j'ai envie d'un verre de vin, mais OK, je vais me laisser un espace avant de prendre une décision par rapport à ça. Je vais sortir marcher 15 minutes. L'activité physique, super effet au niveau du stress, de l'anxiété. Donc, d'essayer de se créer ce moment-là, puis pas juste sortir la bouteille de vin tout de suite, mais de vraiment prendre le pas de recul puis d'être capable de se créer un espace pour prendre une décision qui est éclairée par rapport au choix qu'on va faire. Puis corrige-moi si je me trompe, Myriam, mais par rapport à ce que tu disais tantôt sur y aller avec des baby steps, peut-être aussi que ton baby step, ça va être de juste switcher ton verre d'alcool pour un mocktail. Tu sais, mettons que ton réflexe, c'est vraiment, tu sais, parce que ça me fait penser à ça, tu sais, je disais le matin, moi, mon moment avec mon café, mais c'est pas, il y en a, tu sais, j'en parlais avec des clientes qui disaient, eux autres, c'est la caféine. Moi, c'est pas la caféine qu'il y a dedans, c'est vraiment mon moment avec mon café, ce que ça goûte, le chaud, le réconfort le matin, comme c'est mon moment que j'aime. Puis j'aime ça d'en avoir un l'après-midi, fait que je prends un décaf aussi, mais je pourrais prendre un décaf le matin aussi, tu sais, puis ça me dérangerait pas. 100%. Fait que si peut-être pour toi, tu te dis, ouais, mais là, aller prendre une marche dehors, tu sais, comme ça a zéro le même effet que mon verre, mais peut-être que c'est juste ton moment que tu prends pour toi avec ton verre en ce moment qui te fait le plus de bien. Fait qu'au lieu d'essayer de changer ça pour une autre habitude complètement, juste prends un verre de d'autres choses, tu sais. Si c'est pour être ton me-time, prends le temps justement de trouver une belle petite recette de mocktail le fun, que tu vas avoir hâte de prendre ton mocktail, puis ça va quand même take the edge off parce que tu as pris un moment pour toi. Ouais. Exactement. Mais tu n'auras pas les effets négatifs de l'alcool. C'est de venir trouver justement qu'est-ce que l'alcool vient t'apporter. Puis j'ai fait cet exercice-là avec une cliente où justement elle me parlait de, tu sais, là, je trouve que je bois beaucoup puis j'aimerais réduire. Puis j'ai dit, OK, mettons qu'on sépare là, toutes les raisons pour lesquelles tu bois de l'alcool puis on attribue un pourcentage. Est-ce que c'est 80% pour te calmer, 20% pour le goût? Est-ce que c'est 100% pour le goût? Puis au final, tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui est très épicurien. Puis ce qu'on s'est rendu compte en faisant l'exercice, c'est qu'il y a une partie que c'était parce qu'elle arrive au souper puis elle a faim. Donc là, son verre d'alcool, ça la tient occupée le temps que le souper soit prêt. On a fait ça, on a fait, ben écoute, on va regarder, est-ce qu'on peut optimiser une de tes collations d'après-midi? Tu as ajouté un petit quelque chose que tu peux manger justement à la place. Puis on a fait le test, j'ai dit, garde, pas besoin de changer les 4 soirs où tu prends de l'alcool. On va commencer 2 fois dans la semaine. Au lieu de prendre ton verre de vin, prends consciemment une collation à la place. Puis on s'est rendu compte que, OK, mais le verre d'alcool servait juste à repousser la faim. Puis une fois que tu prends conscience de ça, bien, tu peux le changer vers une habitude qui est plus adéquate. Puis les fois où tu as vraiment envie de ton verre de vin parce que tu as une bonne bouteille dans ton cellier, etc., bien, c'est parfait. Fait que de justement revenir encore une fois à questionner d'où vient le comportement. Toujours pertinent. Et on le répète, l'alcool est un petit peu plus nuisible chez les femmes. Oui. Non, ça honnêtement, ça a été comme mon nouveau fun fact dans le dernier mois. Fait que, ouais. Y avait-tu d'autres points qu'on avait notés qu'on n'a pas encore passés? Je te les ai laissés parce que nous autres, on filme avec nos selles. Oui! Point numéro 1, framboise, parce que c'était la thématique du dernier podcast. On avait le collagène qu'on n'avait pas abordé. Oui, c'est vrai! Rapido presto, là, mais ouais. Vas-y. Oui, dans le fond, supplément de collagène, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ce ne l'est pas? Parce que j'ai foutu mon téléphone, ça va avoir fait un bruit déplaçant. C'est pas encore notre local ici, fait que ça peut péter ce que vous voulez, c'est pas moi que ça dérange. Mais oui, suppléments de collagène qui sont extrêmement populaires. Puis... Jess qui est toujours aussi pertinente. Suppléments de collagène qui sont très, très populaires. Et ce que je vois beaucoup en ce moment, c'est quand les gens vont, disons, aller faire des recherches sur PubMed pour ressortir les études révisées par les pairs par rapport à ça, celles qu'on ressort qui ont des effets bénéfiques documentés, ce qui est beaucoup au niveau de l'élasticité de la peau, le niveau d'hydratation et tout ça. Puis, je sais pas si vos auditeurs, le collagène, sont familiers. Que, bon, c'est on en avait fait un podcast avec Martin où est-ce qu'on a passé un shit ton de suppléments. Donc, les gens sont au courant. Collagène était dans cet épisode-là, right?
Ouais. Il me semble que oui. C'est une protéine, en gros, qui est importante pour la composition des membranes cellulaires, etc. Puis, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les études qui ont documenté des effets positifs sont beaucoup des études qui ont été financées par l'industrie qui a offert, en fait, le supplément au niveau de l'étude. Ça ne veut pas dire que les données ont été falsifiées. Ça, je le répète tout le temps. Là. Je veux dire, une étude qui est financée par l'industrie, ça ne donne pas le droit de faire de la fraude scientifique. Par contre, le devis expérimental peut avoir été fait de façon à favoriser un résultat positif. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, en fait, c'est que la forme de collagène, sa provenance, le niveau d'hydrolysation, de transformation de la molécule dans le supplément va avoir une influence immense sur sa biodisponibilité, comment il va être absorbé dans le corps. Donc, disons qu'on a un produit pour lequel on a vu des effets bénéfiques, mais le collagène que tu vas trouver à la pharmacie, au Walmart ou dans ton magasin de suppléments préféré va pas forcément avoir les mêmes effets que ce qui a été démontré. Puis, du collagène, on le rappelle, on en a dans l'alimentation, là. Donc, en ayant cherché des apports en protéines qui sont adéquats, on est capable de venir chercher les effets bénéfiques qu'un supplément de collagène pourrait apporter. Puis, c'est un peu de travailler à l'envers de « Ah, bien, mon apport en protéines est inadéquat et donc, je vais commencer par prendre un supplément de collagène. » C'est un peu faire les étapes à l'envers. Et l'autre chose aussi, parfois, des gens vont dire « Ah, ben tu sais, j'ai des douleurs aux genoux, fait que je vais prendre du collagène pour améliorer mes joints, mes articulations. » Mais le collagène qu'on prend ne va pas systématiquement se rendre au tissu qu'on veut. « Ah là, pour septembre, je veux travailler mes cheveux. OK, le collagène, je le prends, puis OK, ça se rend aux cheveux. » Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Puis, je mentionne aussi la forme puis le niveau d'hydrolysation de la molécule parce que le collagène, en soi, c'est une très, très grosse molécule qui peut ne pas passer la paroi intestinale. Donc, il y a une partie du collagène qui va être excrétée dans nos selles puis qui ne va pas se rendre où est-ce qu'elle doit aller. Donc, niveau d'évidence pas super certain et fort pour le collagène. Si on en prend, on n'a aucune garantie que ça va aller au tissu qu'on souhaiterait peut-être que ça vise. Le Advil qui cherche où est-ce qu'il doit résoudre l'inflammation dans mon corps. Mais en contrepartie, je suis pas j'ai pas vu d'effet négatif associé à la consommation de collagène. Donc, si c'est quelque chose que tu prends, que tu as l'impression que ça te fait sentir mieux, que ça fit dans ton budget, ça donne un bon goût à ton eau, mais go for it, là. Donc, ouais, voilà le segment collagène. Tu sais, comme disait Martin aussi, c'était le même principe pour les EAA ou les électrolytes, des affaires comme ça. Mettons que ça n'a pas réellement de gros effets, que ce soit positif ou négatif, mais que ça te fait boire plus d'eau. Écoute, ça sera ça de plus. Par en même temps, du collagène, c'est pas le supplément le plus cher non plus. Non. Puis, tu sais, comme je l'avais mentionné, c'est qu'on a quand même certaines données empiriques dans le sens où il y a plusieurs personnes qui ont vu une belle différence avec le collagène aussi. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est pour plusieurs autres raisons? On ne sait pas, mais sur certaines personnes, ça peut avoir un effet bénéfique, comme sur d'autres, pas du tout. Fait que c'est juste de garder en tête que, encore une fois, oui, ça se peut que tu vois des bénéfices avec le collagène. Il y en a qui ont été perçus. Moi-même, je l'avais mentionné. J'ai vu une différence au niveau de la pousse, la qualité de mes cheveux puis de mes ongles quand j'en prenais. Puis je pensais pas que ça fonctionnait. Fait que c'était zéro un biais cognitif que j'avais. Au contraire, mon biais, c'était je pense pas que ça va marcher. Fait qu'il y a certains... Mais de là à dire, encore une fois, allez vous garrocher sur un supplément de collagène, c'est miraculeux. Pas du tout. Ça peut avoir un effet sur certaines personnes comme sur d'autres. Non, et la qualité du produit est très importante, encore une fois, comme pour littéralement n'importe quel supplément que vous consommez. Ah oui, 100%. Mm-hmm. Voilà. On avait-tu fait le tour de nos... Je pense que oui. Tout? Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui. Ben toujours, Myriam. Avec toi, toujours. Colin, encore 1h30 de podcast. On est incapable de faire des courts podcasts avec toi. Fait que si tu voulais laisser les gens sur une dernière pensée pour bien commencer l'année 2025, ça serait quoi? Oh, bordel. C'est... Le pire, je pose toujours... Allez au bordel. Je pose toujours cette question-là sur mon propre podcast. Puis là, quand on me l'a fait subir, je suis tellement horrible. On me l'a fait subir! Écoutez, j'aurais envie de dire... Là, si vous écoutez ça en janvier, pour vrai, là, laissez faire la pression sociale de vous imposer des résolutions qui ne collent pas à votre peau. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que vous avez déjà entamé des démarches de changement de vos habitudes de vie au mois de décembre, en novembre, peu importe. Puis, n'oubliez jamais que votre santé, c'est vous que ça regarde, c'est votre chemin. Vous n'avez pas à copier-coller ce que les autres font. Donc, prenez le temps de vous questionner si les changements que vous faites sont vraiment alignés avec vous, ce qui vous tente, la personne que vous voulez devenir, votre contexte actuel. Parce que ça se peut qu'en ce moment, il y a des choses que vous aimeriez changer dans vos vies, mais qu'il y a des choses dans votre environnement qui font en sorte que c'est pas possible. Puis c'est correct de choisir un moment qui convient mieux pour changer nos habitudes de vie. Donc, je pense que ce serait ça. Puis faites-le en étant bien accompagné. Challengez les gens qui vous donnent des conseils en santé, votre coach, le professionnel de la santé que vous voyez. Puis, fait que 2. Puis, excuse, tu m'as demandé un truc, mais je fais comme un top 3.
Le troisième, puis ça, on en a parlé au début, puis je pense que je vais peut-être closer là-dessus, mais dans le choix de nos résolutions puis des comportements qui viennent avec, sociétalement, on banalise beaucoup des comportements qui sont associés aux troubles alimentaires. Puis si vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes anxieux, vous êtes stressé par rapport à votre alimentation, votre activité physique, ce n'est pas normal. C'est correct d'être motivé, d'être impliqué, d'être engagé dans ça, mais lorsqu'une composante de détresse qui s'ajoute, ce n'est pas normal et ça requiert de l'aide. Puis il y a une différence entre je suis déçu de ne pas pouvoir manger mon repas habituel ou de ne pas pouvoir aller au gym aujourd'hui, whatever, et d'être stressé et 100%. anxieux par rapport à ça. 100%. Il y a une différence. T'sais, je suis toujours déçu quand je peux pas aller au gym. Je suis toujours... Ben, pas toujours. Mais tu sais, je suis souvent déçu si j'ai un imprévu, finalement, je pourrais pas suivre mon plan, je vais être obligé de whatever. Ouais. Mais il y a une différence entre je suis déçu de puis je suis stressé de. Oui, exactement. Voilà. Et le premier mot pour finir le podcast pour commencer l'année? Framboise? Oui! C'est ça qu'il fallait que je dise? Mais c'était le mot de l'année passée, ça t'en prend un nouveau. Ah, Ah! OK, c'est quoi le fruit de 2025? Pêche. Je l'ai. Pamplemousse, parce que tu m'as fait goûter un pré-workout au pamplemousse Oui. tantôt. Voilà. Super. Puis là, ils ont vu Myriam sous du pré-workout. C'était excellent. Vous avez pas vu la vraie, genre C'est le ça. début pré-workout. Mais ça, c'était bon. Fait que prochaine fois, on prendra le podcast en commençant le podcast. On prendra le podcast. On prendra le pré-workout en commençant le podcast, puis on ira faire le workout après, juste Yes. pour que tu deviennes progressivement de plus en Ouais. plus stimulé. Oui, parfait. Eh bien, merci. Si les gens voulaient te suivre, prendre une consultation avec toi, où est-ce qu'on te rejoint? Ma page Instagram, c'est vraiment, je pense, mon point de chute pour à peu près tout. Donc, myriam.baudry.dtp. Il y a le lien vers ma plateforme Go Rendez-vous. Sinon, si vous tapez mon nom sur Google, ma page de rendez-vous, c'est un des premiers trucs qui apparaît. Puis sinon, j'ai un nouveau projet podcast qui s'appelle le podcast Science Radio. Donc, si vous voulez ajouter, en plus du Woke Up and Chose Violence, d'autres épisodes où est-ce qu'on fait un deep dive sur des sujets en sciences, c'est un nouveau projet que j'ai. Puis sinon, j'ai mentionné le projet Science Influence que j'ai avec mes collègues Alexis et Kevin L'Espérance. Si vous voulez des formations sur la pensée critique, l'application de tout ça dans Dear le God, quotidien. prenez les formations sur la pensée critique. Il y a tellement de monde qui en aurait besoin. Mais quoi que nos auditeurs, c'est moins pire. Là. Ils ont quand même une très bonne pensée critique. Là. On va se le donner. Là. Mais pour votre entourage. Yes. Donc voilà. Cool. Merci, beaucoup tu sais, c'est ça, de m'avoir laissé parler. Hein? On voulait essayer de plugger au moins un autre workout/podcast avant que tu partes pour la France. Oui. Fait que si on est capable de peut-être en plugger un autre avant. C'est quand tu pars? Février? C'est Mi-mars. quand tu pars. Mi-mars? C'est Mi-mars. quand tu pars? C'est quand tu pars? Ah oui, on on va a peut-être le être temps, capable on a d'en le plugger au moins un autre d'ici là. Yes. Cool. Si Fait que, vous Jess, voulez oui. des suppléments NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10. C'est pour Woke Up and Chose Violence, ceux qui arrivent en 2025. Non, mais je me suis déjà fait demander, non, c'est ça, là. Oui, j'étais comme, oui, mais tu sais, je comprends, c'est pas clair. Moi non plus, d'ailleurs. Si vous vouliez de la merch, Woke Up and Chose Violence aussi, on a encore les liens dans l'épisode et moi je l'ai dans ma bio. Jess, elle met pas ça parce que c'est Jess. Si jamais vous vouliez de la merch, Woke Up and Chose Violence, fait que même principe, vous pouvez aller cliquer dans l'épisode dans le lien. Le lien dans les. En tout cas. Sacrement, et ça commence. Pour vous autres, on commence l'année, moi je la finis, OK? Ouais. Je suis sur mes réserves d'énergie. Puis en même temps, si vous voulez de la merch machine aussi pour vos oversize pour le gym, donc projectmachine.store. Regarde, les liens vont être dans les épisodes aussi, mais c'est le même lien de WACV10 pour On est 10% pas de bon. rabais. On se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine Bye, tout le prochaine. monde. Salut tout le monde. OK, ça suffit là.